Le seul objectif d'un entrepreneur, c'est la quête d'un business model. Alors, parlons maintenant des types de business model. Vous le savez, vous êtes à The Family. The Family organise coup d'État. The Family a une position sur les types de business model qu'on cherche en tant qu'investisseur qui est très particulier. Nous cherchons des business models qui sont scalables. Ça veut dire qu'ils ont des rendements croissants d'échelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un rendement croissant d'échelle? Ça veut dire que plus vous avez d'utilisateurs, moins chaque utilisateur coûte cher. Ça, c'est la scalabilité. On cherche des business models qui sont profitables. C'est mieux pour payer le loyer. Et on cherche des business models qui sont répétables. C'est l'idée qu'une fois que vous l'avez fait en France, vous pouvez le faire dans tous les pays du monde. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Attention, ça, c'est un type de start-up extrêmement particulier. Coup d'État a une vocation beaucoup plus large. Le type de business model que The Family cherche n'implique pas les sociétés de services. Les types de business model que Coup d'État peut vous enseigner impliquent les sociétés de services. Pourquoi? Parce que si vous avez une idée qui n'est pas scalable, vous êtes les bienvenus à Coup d'État. Parce que vous pouvez être juste fortement réplicable. Par exemple, si vous voulez ouvrir 1000 spas dans le monde, ce n'est pas scalable, parce que chaque spa demande un effort particulier. Mais par contre, c'est incroyablement répétable. Donc l'entrepreneuriat est un phénomène très large qui comprend à la fois les sociétés scalables, à la fois les sociétés de services. Mais le critère commun à tout ça, c'est qu'à un moment donné, vous avez envie d'innover dans le business model. Maintenant, zoomons un peu sur ce qu'est un business model. Un business model, ce n'est pas simplement la façon dont on facture quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Il y a une société très intéressante que vous pouvez noter qui s'appelle Momentum Machine. Momentum Machine, c'est les premiers burgers en intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous avez une machine de 8 mètres carrés et de 4,50 mètres de haut, je crois, dans laquelle il y a l'ensemble des ingrédients pour faire un burger. Vous appuyez sur un iPad et vous dites ce que vous voulez en termes de sauce, je veux un Big Mac, je veux un je sais pas quoi. Vous appuyez sur un bouton, 15 secondes plus tard, vous avez votre burger prêt qui sort. Le burger est gourmet, il a été mis en compétition contre des grands chefs, et c'est toujours le burger automatique qui gagne face aux grands chefs qui le font à la main en plusieurs heures. À ingrédients égal, évidemment. Sinon, si vous mettez du foie gras, évidemment, c'est de la concurrence déloyale. Momentum Machine n'est pas une start-up parce qu'ils fabriquent des hamburgers de façon innovante. Ce n'est pas ça qui les caractérise comme start-up. Ce qui les caractérise comme start-up, c'est une innovation grandiose sur le business model. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est quoi ce business model incroyable? Eh bien, vous arrivez dans le magasin et vous payez votre burger 5,90 $. Vous allez me dire, mais c'est la même chose que McDonald's. Oui, mais parce que le business model, ce n'est pas juste la façon dont on facture. Le business model, dans une start-up, c'est l'ensemble des briques logiques qui amènent à construire un business et qui amènent à capter de la valeur. Dans le cas de Momentum Machine, laissez-moi vous expliquer leur innovation. Le marché immobilier de la restauration, il a une caractéristique assez étrange, c'est que normalement, quand vous achetez un appartement, plus vous achetez un appartement grand, plus le prix par mètre carré est faible. Donc plus votre appartement est grand, moins le mètre carré vous coûte cher. Quand vous achetez un restaurant, c'est l'inverse. Le marché immobilier des restaurants a une caractéristique assez étrange, c'est que plus vous achetez un restaurant grand, plus vous le payez cher. Pourquoi? Et par mètre carré, pas simplement dans l'absolu. Pourquoi? Parce que ce qui coûte très cher dans un restaurant, c'est la place que prend la cuisine. Donc plus un restaurant est grand, plus le ratio salle contre cuisine est en votre faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous avez un restaurant qui est grand, plus votre restaurant est rentable. Ça, c'est la structuration logique d'un restaurant. Parce que plus votre cuisine prend moins de place proportionnellement à la taille totale du restaurant, plus vous pouvez asseoir de gens et donc rentabiliser cette cuisine.
Prenons un McDonald's. Un McDonald's, en moyenne, est composé de 2/5 de cuisine pour 3/5 de salle. Ça veut dire que vous avez 3/5 de la pièce qui doivent rentabiliser les 5/5. Donc vous voyez l'enjeu en termes de business model pour un restaurant. Où est l'innovation de Momentum Machine? L'innovation de Momentum Machine, ce n'est pas qu'ils vont remplacer les employés en cuisine. C'est que ça prend 8 mètres carrés. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ça faisait 8 mètres carrés. Parce que dans 8 mètres carrés, vous pouvez générer 2000 burgers à l'heure. Et que donc, dans 8 mètres carrés, vous pouvez déjà ne pas avoir de salle, parce que vous pouvez imaginer faire des distributeurs dans la rue. Mais surtout, vous pouvez imaginer d'acheter des emplacements qui sont tout petits, qu'aucun autre restaurant ne voudrait, parce qu'ils n'arriveraient pas à le rentabiliser. C'est le même cas que Subway. Subway a été une start-up parce qu'ils ont eu une innovation de business model en trouvant un moyen de nourrir les gens sans avoir de cuisine. Donc vous voyez comme l'innovation de business model n'est pas simplement une innovation de type pricing. Le pricing et la façon dont vous facturez les gens n'est qu'un détail du business model. Ce n'est pas la caractéristique complète d'un business model. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un business model? La première chose, c'est la value proposition. La value proposition, c'est qu'est-ce que vous offrez à qui, de quelle façon, et qu'est-ce que vous faites. Cette value proposition, c'est quelque chose de compliqué à faire, compliqué à déterminer, compliqué à construire. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins enthousiastes en fonction de leur value proposition. La deuxième caractéristique d'un business model, c'est les clients. Qui sont-ils? C'est quoi leurs caractéristiques? C'est quoi leur démographie? C'est quoi leur spécialisation? Ça, c'est la deuxième caractéristique d'un business model. Troisième caractéristique d'un business model, c'est la distribution. Comment vous connectez cette value proposition aux clients en question? Alors, reprenons le cas de Momentum Machine. Value proposition, faire des burgers gourmets au prix de McDonald's automatiquement. Ça, c'est qu'est-ce que je fais? La clientèle, bah pour l'instant, c'est les gens qui vivent à San Francisco et qui sont suffisamment technophiles pour faire confiance à une machine pour leur faire un hamburger. C'est pas évident en fait. La distribution, bah, c'est flyers dans la rue et restaurant. Donc vous voyez la logique. Quatrième caractéristique d'un business model. De quelle façon vous allez rendre votre service client? La façon dont on rend le service client, c'est un élément très important du business model. Il y a des milliers de façons d'être au service de ses clients. Il y a des gens, ils font des plateformes automatiques. Prenez Google. Vous savez ce qui se passait pendant des années quand on téléphonait à Google? Vous aviez un répondeur qui disait un truc du genre « Bonjour, bienvenue chez Google, c'est hyper cool. Alors, on est une entreprise qui préférons les ordinateurs au téléphone. Alors, s'il vous plaît, essayez de régler votre problème par vous-même. Bonne journée, au revoir. » C'est à peine caricatural. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas envie que des millions de personnes les appellent tous les jours en expliquant « mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand je tape le mot, je ne trouve pas exactement ce que je cherche ?» Donc la façon de rendre le service client de Google a toujours été de masse et automatisée. À l'inverse, qui connaît Zappos ici? Alors, Zappos, pour tous les autres, c'est une société qui vend des chaussures en ligne aux États-Unis. La chaussure, pendant très longtemps dans le e-commerce, c'était le Graal. Parce que très forte marge sur les chaussures. Et quand je dis très forte, on est dans les 70 à 90%. C'est l'un des produits de retail la plus forte marge. Mais impossible de convaincre les gens de les acheter en ligne sans les essayer. Alors, il y a des types, ils ont essayé le pied virtuel. Je me souviens, dans les années 2000, il y avait des types, ils vous disaient, ouais, vous prenez en photo votre pied, et après, avec une sorte de Photoshop, vous mettez les chaussures dessus, et comme ça, vous les essayez. Ils ont levé beaucoup d'argent, ces gens-là, plus personne n'en a entendu parler, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zappos? Zappos a dit, OK, pour vendre des chaussures en ligne, il faut deux choses. Il faut un service client d'exception, et donc un humain qui vous rassure à l'autre bout du téléphone. Et il faut que si qui que ce soit a le moindre problème, il puisse renvoyer les chaussures sans aucun problème. Et que donc, la confiance que les gens mettent dans le site, d'être à leur service, même s'il y a une erreur de taille ou de quoi que ce soit, de goût, bah, Zappos ne discute pas. Et Zappos peut se le permettre parce que 90% de marge, c'est plutôt rentable. Surtout quand vous n'avez pas de boutique sur la 5e avenue pour vendre vos chaussures.
Résultat, Zappos a créé un service client par téléphone où toute son obsession, et c'est vraiment une logique de business model, c'est que les gens qui prennent leur téléphone et téléphonent à Zappos soient très heureux. Donc vous voyez comme la façon dont vous rendez la relation client, c'est quelque chose d'essentiel dans une startup. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que c'est un élément primordial du business model. Alors, cinquième caractéristique d'un business model, cinquième brique logique, c'est les partenariats. Quel type de partenariat vous voulez faire? Quel type de partenaire peut vous aider? Qu'est-ce qu'un partenaire peut changer à la façon dont vous rendez vos services et votre business? Sixième caractéristique d'un business model, quelles sont les ressources fondamentales dont vous avez besoin pour rendre votre entreprise viable? Imaginez, vous faites une bijouterie qui est spécialisée dans les diamants. Vous êtes à court de diamants, vous n'avez plus de business. C'est tout bête à comprendre. Vous êtes une société technologique. Vous avez besoin d'ingénieurs pour programmer des logiciels que les gens achètent très cher. Vous n'avez plus d'ingénieurs et aucun ingénieur veut travailler pour vous. Vous êtes foutu. Plus de croissance, plus de développement. La ressource, elle peut être matérielle, elle peut être virtuelle, elle peut être humaine, elle peut être de talent. Il y a plein de ressources. Mais dans le cas d'une start-up, la caractéristique principale d'une start-up, c'est qu'elle croît. Et la croissance, c'est quelque chose de très, très, très compliqué à appréhender mentalement. En France, la plupart des startups ne croient pas. Et c'est dans tous les sens du terme. Elles n'ont pas de croissance et elles ont peu la foi. Mais à partir du moment où ce que vous faites fonctionne, en général, ça vous dépasse. J'ai jamais vu quelqu'un comprendre son succès. J'ai jamais vu de succès raisonnable. Autant des faillites raisonnables, ça on en voit tous les jours, parce que quand ça décolle pas, ça décolle pas. Vraiment. D'ailleurs, petite définition très perso, concurrente à celle de Steve Blank. J'espère qu'un jour elle sera très célèbre. Mais une start-up, c'est une institution sociale en faillite permanente qui ne tient que par la bonne volonté de ses fondateurs. Point. Mais donc, autant les échecs, eux, sont plats, ils sont logiques, ils sont anticipables, autant les succès ne le sont jamais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez du succès, vous êtes sûr de croître. Et quand vous avez de la croissance, vous avez des milliers de problèmes qui apparaissent. Et le problème numéro 1, ça va être celui de rendre viable votre business model. C'est facile de vendre à très peu de gens, c'est très compliqué de vendre à beaucoup de gens. Et vous avez des problèmes de ressources, que ce soit des serveurs parce que vous êtes un site internet, ou que ce soit des pains au chocolat parce que vous êtes une boulangerie. Prenez un exemple. Alors, ce n'est pas une start-up, mais il y a cette boulangerie-là à République, le pain philosophe ou je ne sais pas quoi, où les philosophes font du pain. C'est des gens qui ont un problème grave de business model et de ressources. Leur boutique fait que les gens attendent en moyenne 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous attendez 1 heure pour acheter votre pain, c'est-à-dire que seulement le top 5 de vos clients potentiels achètent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup plus que 5% des gens prêts à attendre 1 heure, même pour du très bon pain. Ça veut dire que le marché réel qu'ils auraient pu toucher était beaucoup plus grand. Et d'ailleurs, ils ont un concurrent qui l'a prouvé, il s'appelle Kaiser. Kaiser, à chaque fois qu'une boulangerie est surchargée, il en ouvre une deuxième. Vous voyez la différence entre savoir gérer sa croissance et être complètement dépassé par sa croissance. Elle est aussi bête que ça. Sauf que quand vous êtes dépassé par votre croissance, ça ne peut jamais durer très longtemps. Vous n'imaginez pas le nombre, le pourcentage de startups qui réussissent, qui finissent par faire faillite à cause de leur incapacité à gérer la croissance. La majorité, alors les startups qui réussissent sont la minorité. Mais dans cette minorité-là, une majorité échoue. Ce qui vous montre à quel point c'est un univers cruel. C'est-à-dire que la plupart des gens ne décollent jamais et sont à zéro et se disent mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens soient si peu fascinés par mon idée? Mais à l'inverse, les gens qui réussissent, vous n'imaginez pas le nombre qui n'arrivent juste pas à gérer ce qui leur arrive. Et des fois, ça peut dépasser des proportions même imaginables. La plupart des histoires de start-up, vous metteriez ça dans un film, on se dirait les scénaristes ont exagéré. Parce qu'en général, la réalité dépasse de loin la fiction de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça que les ressources qui sont nécessaires à
à votre entreprise, à votre start-up, à votre business plan, sont en fait un élément de business model. Parce que la capacité à les capter mieux que le reste du marché rend votre business possible. Et ça peut être une innovation de business model. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un étudiant il y a quelques années qui avait lancé une marque de tisane qui fonctionne plutôt bien et qui est distribuée dans les grands hôtels. Il a commencé par faire des tisanes pour les défilés de mode. Pour calmer les mannequins avant de monter sur le runway. Je ne sais pas si ça marche ou pas. En tout cas, les créateurs avaient l'air d'y croire, donc ça marchait. Et après, il a commencé à être distribué partout où les gens qui fréquentent des mannequins vont. Donc les grands hôtels. Et ce qui était très intéressant dans son business, c'est que quand on regarde une entreprise comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans une entreprise de tisane en 2014 ? Tout simplement, c'était sa capacité incroyable à pouvoir capter les fleurs rares qui étaient à la base de sa production. Pourquoi ? Parce qu'il avait un passé d'herbologiste ou je ne sais pas quoi. Il était vice-président de l'Association française des herbologistes. Et donc, il connaissait tous les types qui produisaient des fleurs. Et c'est des fleurs qui sont produites à quelques centaines de kilos par an dans le monde. Donc, vous voyez bien l'enjeu stratégique. C'est que si vous avez accès à cette ressource et quelques centaines de kilos de fleurs, ça permet de faire des dizaines de millions de tisanes, parce que vous mettez très peu de fleurs par tisane. D'un seul coup, vous êtes dans une position où elle est là, votre innovation en termes de business model. Donc l'innovation peut avoir des formes que vous n'imaginez pas forcément ou que vous n'appréhendez pas forcément. L'innovation dans la start-up peut revêtir de multiples caractères. L'avant-dernier élément en termes de business model, c'est ce qu'on appelle les assets. Alors les assets, c'est quoi? C'est différent des ressources. C'est qu'est-ce que vous allez construire qui a de la valeur dans le long terme et qui donc va permettre de valoriser votre entreprise. Alors l'un des assets tout bête, c'est votre marque. Par exemple, prenons un exemple d'une des premières startups réussies de l'histoire, Frigidaire. Tous les gens qui achètent un frigo appellent ça un frigidaire, alors que Frigidaire n'est qu'une marque parmi l'ensemble des frigos. Vous voyez, ça, c'est une réussite de start-up. C'est d'avoir transformé sa marque en nom de produit. Je ne sais pas si les gens disent vraiment ça, mais si, ils le disent, tu devrais le googler. Ça, c'est un asset. Ça veut dire que dans la tête des gens, moteur de recherche égale Google. Quand Google s'est lancé, il y avait 70 ou 80 moteurs de recherche sur le marché. Et il devait y en avoir une dizaine qui avaient levé 3 à 4 fois plus d'argent que Google. Donc, vous voyez ce que c'est construire un asset. Construire un asset, c'est réussir à un moment donné à produire une ressource qui est hyper valorisée par le marché et qui vous permet de vous distinguer. Les deux derniers éléments d'un business model, c'est la structure de coûts et la structure de revenus. Mais vous voyez comme la façon dont vous allez facturer ce que vous faites est en fait un détail dans la construction d'une start-up. En général, la façon dont on facture est une évidence après des années de travail parce que vous avez fini par comprendre ce qui se passait et vous avez fini par comprendre comment ça se passait. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Google, ils ont mis 8 ans avant d'avoir un business model. Facebook, ils ont mis 5 ans. Et ça ne veut pas dire que pendant... Une des images que les gens ont souvent en tête, c'est d'imaginer que Google a mis 8 ans à avoir un business model parce que pendant 8 ans, ils s'en foutaient. Et que ce n'était pas important. Mais ça, c'est le deuxième secret du jour à Coup d'État. Tout ce que vous lisez dans la presse, dans le monde des technologies, est faux. Et encore plus que dans les autres mondes, parce qu'en général, les gens qui sont dans le monde des technos sont très 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 forts en storytelling. Pourquoi un CEO de la vallée vous explique que son business model n'est pas la priorité? C'est parce qu'il n'en a pas. Et qu'il est paniqué. Il va pas vous dire, ouais, alors là, on est dans une merde. On a levé 50 millions de dollars en disant à des mecs qu'on allait faire ça. On n'a pas réussi. On n'a aucune idée de comment on va faire. On crame 400 000 dollars par mois et les mecs veulent notre tête tous les trimestres en board. Vous pensez vraiment que ça passe comme histoire dans la presse? Non. You know what? You should focus on value on customer.
That's the only focus we have. And maybe one day we will get a business model. Là, d'un seul coup, c'est un titre dans TechCrunch. Le problème, c'est qu'après, des gens comme vous, n'ayant pas été informés par les mêmes investisseurs et n'ayant pas été éduqués par les mêmes personnes, vous prenez cette info et vous vous dites « Holy shit, I should not have a business model. » Et surtout, je ne vais pas m'occuper des revenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question est compliquée. C'est que pour réussir à avoir des revenus, il faut réussir à produire de la valeur. Et pour réussir à produire de la valeur, il faut avoir maîtrisé un ensemble d'éléments logiques qui, mine de rien, sont très complexes. Il faut avoir une bonne value proposition. Il faut savoir exactement qui sont ses clients, être intime avec eux. Il faut savoir comment les toucher de façon systématique et en croissance. Il faut réussir à ne pas être brûlé par cette croissance et garder les gens contents. Il faut réussir, en faisant ça, à avoir les bons partenaires pour pas qu'ils vous dézinguent et que vous fassiez sortir du marché. Le tout en maîtrisant votre approvisionnement en ressources rares, en créant des assets, en maîtrisant vos coûts afin de facturer. Donc vous voyez comme quoi, finalement, ce qui peut vous paraître en fait la chose la plus importante, la plus difficile, n'est juste qu'une évidence d'un travail long, compliqué et préalable. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en général, construire un business, ce n'est pas pour rien que ça prend des années. Jouons à un jeu. En moyenne, dans une start-up, combien il faut de temps pour passer la barre des 10 millions de revenus si vous prenez l'ensemble des start-up qui n'ont pas fait faillite? Donc, on va exclure de notre échantillon les start-up qui ne marchent pas. Parce qu'évidemment, elles ont tendance à faire augmenter la moyenne. Combien de temps en moyenne il faut pour une start-up qui réussit de passer la barre des 10 millions? 10 millions, ça peut vous paraître beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose, 10 millions. Un ingénieur coûte en moyenne 200 000 € par an, salaire, charges sociales, avantages, vacances, ordinateur, amortissement de bureau. 10 millions, comment? Non, 10 millions de chiffre d'affaires. Combien de temps il faut? Oui, pardon, merci de préciser. Combien de temps il faut passer pour la barre des 10 millions? Il faut 4 ans et demi en moyenne. Vous imaginez? Et 10 millions, on parle d'un chiffre d'affaires qui vous permet de payer une équipe de 25 ingénieurs. On ne parle pas d'une multinationale il ne faut pas 4 ans et demi en moyenne pour être considéré comme un grand groupe. C'est-à-dire pour devenir une petite PME confortable qui arrive à peu près à payer les salaires des gens qui la composent, dans ce milieu, il faut 4 ans et demi en moyenne. C'est énorme. Et alors, si vous rajoutez toutes celles qui échouent et qui passent des années, là, votre moyenne explose en fait. Donc, ne confondez pas quête de business model et quête de pricing ou de façon de facturer innovante. La façon dont on peut innover sur un business model dépend de beaucoup de choses. Et en général, c'est très très dur d'innover sur deux aspects logiques à la fois. La pire chose que vous puissiez faire, c'est vous dire, je vais innover sur la value proposition et sur la distribution et sur le segment de clientèle et sur le type de partenariat et sur ma structure de coût et sur ma structure de pricing et sur les ressources rares que je vais choper. Si vous essayez de jouer simplement au jeu de je fais différent, vous allez vous planter. Une start-up ne vit pas parce qu'elle est différente des autres. D'ailleurs, troisième leçon du jour, vraiment importante. À chaque fois que vous irez dans une compète de start-up, ces trucs, ces machins où les gens vont là, à chaque fois vous aurez un type dans le jury pour vous expliquer « Oui, mais en quoi fais-tu quelque chose de différent des autres ?» Alors ça, en général, vous pouvez repérer le type qui n'a jamais fait de start-up de sa vie sur simple question. Une start-up ne vit pas parce qu'elle fait quelque chose de différent. Une start-up vit et prospère parce qu'elle fait les choses mieux. Si vous faites juste différent et que tout le monde s'en fout, vous irez nulle part. Et Dieu sait que c'est facile de faire différent. Vous avez plein de gens qui viennent vous dire « Ouais, il y a machin, ils sont nuls parce qu'ils font A. Moi, j'ai vu qu'il était possible de faire B. » Alors, petit test logique. En général, quand vous voyez une entreprise établie faire quelque chose qui vous paraît absurde, c'est peut-être qu'eux aussi avaient commencé en essayant ce que vous croyez être malin et qu'ils ont raté. C'est très, très, très rare
d'avoir raison quand on suppose que les autres sont des ahuris. C'est très rare. La moyenne intellectuelle dans ce monde est relativement élevée, en fait. Et les gens font des choses à peu près rationnelles. Donc, tout le discours du type « moi, je vais faire différent parce qu'ils n'ont rien compris », c'est qu'en fait, vous n'avez pas compris où était le secteur. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est lorsque vous êtes face à des entrepreneurs qui ont un secret. Le fondement de l'industrie start-up, c'est la construction et l'établissement de secrets. C'est quoi un secret? Ce n'est pas quelque chose de confidentiel. Il y a une différence entre secret et confidentiel. Un secret, c'est quelque chose que vous pouvez dire à tout le monde et personne ne vous croira. Ça, c'est un vrai secret. Un vrai secret, c'est quelque chose que vous savez pour être sûr, que vous savez être vrai, mais que personne d'autre ne comprend avant un certain temps. Je vais vous en donner quelques secrets. Par exemple, Google et son moteur de recherche. C'était quoi le secret de Larry Page et Sergey Brin? C'était que le nombre de sites internet dans le monde allait exploser. En Californie, j'avais un voisin à qui on a proposé d'être le premier ingénieur de l'histoire de Google. Et on lui a proposé 10% de Google pour ça. Donc 10% de 600 milliards de market cap fois une dilution de 30%, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça fait environ 6 milliards. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, non mais seriously Larry, who needs a search engine? Est-ce qu'il était ahuri? Non, il a fait Stanford. Est-ce qu'il était incompétent? Non, c'était le meilleur ingénieur de la place, il est hyper connu. Et c'est pas pour rien que c'est à lui qu'ils ont proposé de devenir le premier ingénieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Ce qui s'est passé dans sa tête, c'est qu'il s'est dit, le nombre de sites internet va être multiplié par 1000. On va passer de 1000 sites internet à fois 1000, à 1 million. Et 1 million de sites internet, vous savez comment on règle ce problème? On fait un annuaire. On fait des catégories, on fait des tags, on met des Indiens pour taguer les sites tous les jours et ça va bien. Quelle idée d'aller lever 50 millions de dollars pour développer une technologie que personne n'a besoin. Le nombre de sites internet entre le jour où il a dit ça et aujourd'hui a triplé tous les mois. C'est une suite géométrique de raison 3 mensuelle. Ça n'a pas été multiplié par 1000, ça n'a pas été multiplié par 10 000, ça n'a pas été multiplié par 1 million, ça a été multiplié par plusieurs milliards. Et il était là, le secret de Google. C'est que les types de Google étaient persuadés que le nombre de sites internet allait exploser. C'était quoi le secret de Mark Zuckerberg quand il a fondé Facebook? C'est que quoi que les gens en disent, quoi que les gens râlent, en fait, leur vie privée, ils s'en foutent un peu, en fait. Regardez comment Facebook a été construit par rapport à l'ensemble des réseaux sociaux qui ont été lancés. L'ensemble des réseaux sociaux, c'était toujours la même logique. On est ici pour protéger la vie privée des gens. Si les gens râlent, on se contraindra et on fera ce qu'ils veulent. Facebook, ça a été quoi? Un pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant. Bon, allez, je pousse encore un peu. Non, mais de toute façon, privacy is over. Ça, c'est un secret. Ce n'est pas une notion évidente. Quand vous avez des millions de gens qui râlent et qui menacent de brûler votre réseau social et que vous êtes convaincu qu'en fait, ils râlent, mais dans 2 jours, ils auront oublié, vous possédez un secret. Vous avez compris quelque chose qui n'est pas courant à comprendre. Et donc, vous êtes en train de construire quelque chose qui va durer sur le très long terme. Et c'est ça, en fait, qui constitue et qui crée l'opportunité entrepreneuriale. C'est une intersection assez particulière entre les bonnes et les mauvaises idées. Imaginez que vous divisez le monde en 2. Vous avez un cercle, ça représente l'ensemble des bonnes idées que les gens ont dans ce monde. Vous avez un second cercle, ça représente l'ensemble des mauvaises idées que les gens ont dans ce monde. Puis vous avez une intersection entre ces 2 cercles. L'intersection, c'est quoi? C'est l'ensemble des bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. Et bien ça, c'est l'opportunité entrepreneuriale. Les bonnes idées qui ont l'air d'être bonnes, c'est les projets d'innovation en grand groupe. Qu'est-ce que c'est un projet d'innovation en grand groupe? C'est, vous prenez une idée, vous mettez 50 personnes autour de la table, elles discutent de tout ce qui ne va pas dans l'idée, et si l'idée survit, alors détail, feedback, anticipation, intelligence, et ce que vous voulez, information, expertise, knowledge, alors ça devient un projet et c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, pour tous les gens ici qui travaillent dans une institution corporate, j'ai toujours eu une fascination incroyable
par la place que la quête de la bonne idée a dans ces organisations. Tout le monde est obsédé par la bonne idée. On vous décrit des gens en vous disant « Ah oui, lui, il est hyper talentueux, il a eu une super idée. » D'accord? Et, et donc, donc, il a eu un bonus à la fin de l'année. Les bonnes idées ne créent pas d'aventure entrepreneuriale. Les mauvaises idées non plus. Si votre idée est mauvaise, je suis désolé pour vous. C'est pas de bol. C'est dur à se rendre compte, mais c'est pas de bol. La vraie opportunité, c'est les bonnes idées qui ont l'air d'être mauvaises. C'est toutes ces idées où vous vous dites, mais c'est pas possible que ça marche. Mais si ça marche, alors il n'y a aucun doute que ce sera géant. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, je vivais en Californie et j'étais assis sur un bureau en train de taper sur un ordinateur. Comme ça, il y avait un iMac devant moi. Et je vois un type qui fait sa tête comme ça. Il avait des lunettes en zèbre. Il me dit, « Dude, you have $10,000 ?» Je dis non. Non, de demander comme ça avec des lunettes de zèbre, non, j'ai pas ça. Et donc le type passe de la table et il commence à m'expliquer hyper rapidement qu'il a un projet, et c'est tout bête, c'est que les taxis dans le monde, c'est de la merde. Vraiment, les taxis, ça sert à rien. Et pourquoi? Parce qu'ils sont mal polis, ils sont pas agréables, ils sont réglementés, ils ont une licence, ils ont tout ça. Mais lui, il a une idée incroyable, c'est t'appuies sur un bouton, il y a une voiture qui vient te chercher, le mec, il a un costard parce qu'il est payé en fonction des notes que les gens lui donnent, tu as une petite bouteille d'eau à l'arrière, et quand tu sors du taxi, tu n'as même pas besoin de payer parce que c'est directement retiré sur ta carte bleue. Et ça s'appelle Uber. Réponse. Non mais écoute, je vais t'apprendre la vie. Je viens d'un pays qui s'appelle la France. Dans ce pays, on a un lobby qui s'appelle les taxis qui est hyper puissant. Tu n'arriveras jamais à le défoncer. Mais tu te rends pas compte. Non, mais je t'assure, machin. Bon, mais il y a qui investit dans ton round? Bah personne, tout le monde me dit la même chose que toi. Bon, bah tu vas faire quoi? Tu vas faire autre chose? Je dis non, 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 c'est vraiment ça qu'il faut faire. Bon, bah j'ai pas donné d'argent. Alors, cette société vient d'être valorisée 17 milliards. Et sa fameuse idée qui n'avait pas l'air bonne ferait que j'aurais pas besoin de donner un putain de cours à coup d'État. Je rigole, je le ferai quand même. J'aurais juste infiniment plus de crédibilité. Vous voyez, si vous croyez qu'en fait, une start-up se caractérise par une bonne idée, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce milieu. C'est la plupart des phénomènes qui font notre vie quotidienne aujourd'hui paraissaient impossibles avant qu'ils aient lieu. Vous auriez cru il y a 15 ans qu'on serait dit, tiens, un jour, on mettra toute notre vie privée en ligne, on trouvera ça trop cool, les gens likeront nos vacances. Non, vraiment, on m'aurait pitché ça, j'aurais dit, mais rentre chez toi, quoi. Quand j'étais au lycée, c'était le début de Wikipédia. Et j'étais surexcité, je suis rentré, il devait y avoir quelques centaines d'articles sur Wikipédia. Et j'ai montré ça à un de mes profs, et avec énormément de sagesse et de doctrine, il a dit, non mais vraiment, il y a un problème de modèle économique. Personne n'écrira des articles gratuitement toute la journée pour que d'autres gens les lisent, sans en plus avoir le plaisir d'avoir leur nom d'auteur écrit. Wikipédia marche très bien. Encore une fois, c'est une idée qui avait juste une caractéristique, c'est qu'elle était en avance sur son temps. Et finalement, c'est ça qu'il y a de plus gênant à fréquenter des entrepreneurs, et c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le fait d'évaluer des entrepreneurs, c'est que vous avez besoin de vous projeter avec eux dans un futur que seuls eux voient. C'est des gens qui vivent le futur au présent. Et donc, c'est pas pour rien qu'ils ont tous l'air un peu... D'ailleurs, ça se voit à vos têtes, là. Tout ça pour en venir où? Tout ça pour en venir à quelque chose de simple. Une start-up, c'est une institution sociale qui cherche un business model, et construire, explorer, fabriquer un business model, c'est quelque chose de compliqué. Ce n'est pas simplement une bonne idée, ce n'est pas simplement une innovation. La plupart, par exemple, si vous vous demandez où est l'innovation dans Uber, vous pouvez vous dire que c'est parce que les gens ils payent par carte bleue directement. Mais ça aurait pu être copié par tout le monde. Elle n'est pas là, la barrière à l'entrée dans Uber. La barrière à l'entrée dans Uber, elle est ailleurs. Elle est dans la marque que Uber crée, elle est dans le réflexe qu'ils ont créé, l'asset, le fait qu'ils aient plus de voitures que tout le monde, qu'ils grossissent plus vite que tout le monde et qu'ils engrangent plus de cash que tout le monde. D'ailleurs,
juste pour vous raconter une anecdote et pour vous montrer à quel point Uber peut changer le comportement des gens, il y a quelques semaines, j'ai dû prendre un taxi à grand regret plutôt qu'un Uber. J'arrive à destination, je sors du taxi, je remercie le type, je commence à marcher. Et là, j'entends le taxi qui me hurle dessus, qui me dit hey, tu vas où, connard ?» Je me tourne et je vois le mec qui commence à s'approcher de moi. Je prends peur, je commence à courir. Je cours. Et le taxi commence à courir derrière moi. Et là, en courant, je me dis eh merde, j'ai pas payé. Vous voyez où est l'asset? L'asset, c'est que c'est quelqu'un. Uber a carrément changé nos rapports cognitifs à prendre le transport. Et oui, il faut sortir de l'argent, récupérer sa monnaie, tout ça. Ça, c'est très, très, très difficile à détruire. Est-ce que c'est une innovation extraordinaire? Est-ce que c'est une technologie extraordinaire? Est-ce qu'il a fallu 400 rocket scientists pour faire ça? Non. Il faut simplement l'exécuter bien, vite, rapidement. Et là, on va en venir au point de coup d'État. C'est quoi la mission de coup d'État? La mission de coup d'État, c'est que vous soyez dans un business de service, que vous ayez envie d'ouvrir un magasin, que vous ayez envie de faire un site internet, que vous ayez envie de faire une société technologique, que vous ayez envie de faire une biotech, quel que soit le domaine dans lequel vous avez envie de vous lancer, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire une exécution réussie. L'obsession ici, ce n'est pas les idées. L'obsession ici, c'est l'exécution. C'est de comprendre comment ces parties logiques s'interconnectent, comment tout ça, en fait, se construit dans le temps, étape par étape. Parce que si vous essayez de construire ces 9 briques d'intelligence d'un coup, en innovant sur chacune d'elles, vous allez finir complètement fou et fatigué. De comprendre comment tout ça s'interconnecte dans le temps et comment on peut commencer petit et devenir grand. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce process qui fait que petit à petit, on grossit et on grossit de plus en plus rapidement. Beaucoup de gens qui commencent ont peur de parler de leur idée parce qu'ils se disent quelqu'un va me la piquer et il va aller l'exécuter mieux que moi. Alors, ce truc-là, c'est un truc assez imaginaire. Vous imaginez, vous êtes en train de parler à un type, vous lui racontez votre idée, et là, le type dit c'est génial, je vais arrêter tout ce que je fais dans ma vie et je vais aller créer ça dans ton dos pour te niquer. Et c'est le seul objectif que j'ai dans ma vie. Compliqué. Alors maintenant, il y a le fantasme grand groupe. Ouais, je ne veux pas aller en parler à un grand groupe parce qu'ils ont vachement plus de ressources que moi. Je vais aller leur raconter ce que je fais et eux, ils peuvent déployer 200 personnes en une journée. Alors les gens qui disent ça, en général, ils n'ont jamais travaillé dans un grand groupe. Parce que dans un grand groupe, pour sortir 1000 € pour payer la kermesse du coin, ça passe par 10 comités, 22 validations et le PDG descend de son hélicoptère pour vérifier que c'est bien. Donc le coût de eux vont être plus rapides que vous, peu probable. Donc vous avez un seul intérêt, en fait, une fois que vous avez formulé ce secret, c'est d'en parler à tout le monde et surtout d'essayer de trouver quelque chose qui heurte les gens, qui les mette mal à l'aise. Uber, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre toutes les sociétés qui comptent aujourd'hui, elles ont toutes comme caractéristique d'avoir eu cet élément version 10 000. Les plus grandes sociétés qui ont été créées avaient les idées les plus étranges. Et d'ailleurs, c'est valable pour des sociétés qui ont moins marché. Par exemple, qui connaît, alors c'est un peu techos, mais qui connaît Buffer? Alors Buffer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite app qui permet de gérer son Facebook, son Twitter et son LinkedIn de façon un peu automatisée. Bah, Buffer, pourquoi c'est étonnant comme société? Pourquoi il n'y a pas 36 000 Buffer? On a juste quelques centaines. Pourquoi il n'y en a pas 36 000? Parce que la plupart des gens qui ont voulu se lancer là-dedans, ils se sont fait comme remarque de se dire ça va être 100% dépendant de l'API de LinkedIn, Facebook et Twitter, et c'est trop dangereux pour bâtir un business là-dessus. Le secret des types de Buffer, c'est de se dire I'm a good guy, they are good guys, ce n'est pas des business comme les autres, ils sauront nous respecter et jamais de la vie ils viendront nous embarrasser parce qu'on apporte de la valeur à leurs utilisateurs. Ça peut vous paraître plus ou moins évident, mais en fait, c'est compliqué comme idée. Parce que la plupart des gens ont peur de ces géants-là. Ils ne veulent pas être dépendants de leurs API. Ils ne veulent pas créer un business qui soit 100% parasitaire. Bah ça, c'est un secret de Buffer. Je ne sais pas, dites-moi une grande boîte. On va voir qu'est-ce qu'il y avait d'étonnant au début. Tiens, une boîte. Bah tiens, putain, Instagram, quoi. Dans le genre pas évident.
Instagram, quand ils ont pitché les gens, alors il faut savoir qu'Instagram n'a pas levé des fonds sur le concept d'Instagram. Ça, c'est déjà une caractéristique. Instagram, c'est l'histoire de deux mecs qui sortent de Stanford et qui expliquent qu'ils vont faire un truc hyper complexe dans le social, hyper technologique, avec plein de features, et ils ont levé des fonds là-dessus. Ils ont cramé un quart des fonds là-dessus, ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont tout arrêté, ils ont démarré Instagram. Quand ils ont démarré Instagram, leur pitch est tout bête. Il est de dire, les gens ont envie de prendre des belles photos, les filtres vont changer le rapport des photos, donc ils vont en partager plus, et donc on va créer une feature avant de commencer une communauté. Il faut savoir quelque chose, c'est que si vous alliez dans la vallée il y a quelques années et que vous parliez aux gens, les gens vous disent toujours il faut avoir la communauté avant d'avoir les features innovantes. Instagram casse ce paradigme en disant nous, on va d'abord avoir une feature hyper innovante qui est créer de belles photos. Il y a suffisamment de gens esthètes dans le monde pour reconnaître ça, ce sera viral. Et ensuite, grâce à ça, on créera la communauté. Ça, je peux te dire à tel point que quand ils ont été relevés de l'argent, Andreessen Horowitz, qui était leur investisseur, leur a dit les gars, non, moi je ne remets pas d'argent. C'est pas ce que vous m'avez pitché au début, je comprends rien à ce que vous faites, vous allez vous débrouiller. Bon courage pour lever de l'argent. Donc vous voyez, c'est pas, allez pas croire, la vision qu'on peut avoir d'ici, c'est Instagram dans la vallée, tout le monde a compris, tout le monde a dit ah c'est génial, c'est incroyable, c'est cool. D'ailleurs, si vous regardez la Silicon Valley en tant que phénomène sociologique et culturel, c'est un endroit où les gens sont tellement stressés de dire non au prochain Zuckerberg. Tout le monde a son traumatisme de type Uber, Facebook, je sais pas quoi. Il passe en psychothérapie pendant 2 ans pour s'en remettre. Tout le monde ayant ce problème-là, tout le monde vous dit que tout ce que vous faites est génial. Parce que juste, ça coûte rien en fait. C'est entre dire pourquoi ça va pas marcher et dire ça va marcher et pouvoir dire oui, je l'ai toujours su. Et comme de toute façon, si ça marche pas, personne ne vous reprochera d'avoir dit que ça allait marcher. D'un seul coup, vous créez une ville entière dont la spécialisation est de dire à tout le monde, les gars, vous êtes des pros. Et c'est pour ça que culturellement, la critique a disparu de la vallée, parce que pendant 20 ans, les gens ont été traumatisés. Et tous les nouveaux arrivants dans la vallée, en quelques mois, ils se prennent un traumatisme dans la tronche, puis après, ils disent à tout le monde, franchement, c'est super cool ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'une culture de ville se crée. Parce que vous êtes dans une industrie où c'est juste trop dur d'évaluer les idées. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil en tant qu'entrepreneur, vous avez un choix, vous avez une vie incroyable. Parce que vous êtes entouré d'entrepreneurs, et vous n'avez pas besoin de leur dire réellement ce que vous pensez. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de leur dire ce que vous pensez. Donc, quand quelqu'un vous dit « voilà mon idée », au lieu de vous demander est-ce qu'elle est bonne ou pas, vous devriez vous demander comment je peux l'aider au cas où elle est bonne. Parce que vous n'êtes pas dans un métier où vous devez dire non. Par exemple, regardez notre drame à nous. Notre drame à nous, c'est que des gens viennent nous voir, on a une capacité d'accueil limitée, donc on doit dire oui, on doit dire non. Vous croyez qu'on ne va jamais se tromper et qu'on ne va pas refaire un nouvel Uber? Mais évidemment qu'on va refaire un nouvel Uber. C'est impossible de ne pas en faire un. C'est improbable. Donc, par définition, si vous n'avez aucune obligation à la sélection, vous avez un intérêt énorme à simplement laisser couler et soutenir. Parce que les gens se souviendront que quand tout le monde leur a dit que c'était pourri, vous étiez là et c'est sympa d'avoir un ami milliardaire, à défaut d'être milliardaire soi-même. Ça peut aussi être une stratégie. Hein. Qui utilise WhatsApp ici? Ok, regarde. Qui utilise Flipboard? Ok. Qui utilise Flipkart? Voilà. Alors, je viens de te donner une start-up, la première, qui a levé 50 millions, WhatsApp. Tu as vu, tout le monde a levé la main. Je viens de te donner Flipboard, la deuxième. Tu vois, il y a un tiers des gens qui ont levé la main. Ils ont levé 20 millions. Et je viens de te donner une start-up qui n'a rien levé. Et tu viens d'avoir la preuve. Alors, WhatsApp n'a pas levé parce que les gens étaient impressionnés par la techno. Qu'on le veuille ou non, WhatsApp est massivement utilisé. Et l'attraction a une valeur, c'est qu'elle met tout le monde d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec WhatsApp? WhatsApp, ils ont essayé de lever de l'argent une première fois sur leur concept. Ils ont dit, on va faire une messagerie pour pays émergents qui va être mieux foutue que les autres messageries et qui permettra aux gens d'envoyer des textos gratuits en passant par leur forfait data. Ok? Parce que les textos dans ces pays-là sont chers. Les mecs ont dit, ouais, putain, une nappe de messagerie, je passe. Ils l'ont fait quand même, ils se sont débrouillés, ils ont économisé un peu d'argent, ils ont programmé la première version. Et la première version a inscrit plus de gens en une semaine
que l'ensemble des applications de cette industrie n'ont jamais inscrit cumulé en une semaine. Là, tout le monde a dit, OK, je mets de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais de toute évidence, ça marche, donc je vais mettre de l'argent. Donc, ils ont mis un peu d'argent. Ensuite, la courbe, elle a fait ça. Donc, ils ont mis encore un peu plus d'argent. Puis, la courbe, elle a fait ça et ils ont mis de l'argent. Donc, il y a deux, si vous voulez, sur les histoires de levée de fonds et de compréhension, il faut comprendre que la chose la plus dure au monde à faire, c'est que quand vous dites le nom d'une app et que tout le monde lève la main dans une salle comme ça au hasard, avec des gens qui viennent de plein de catégories sociales différentes, de plein d'âges différents, c'est la chose la plus dure au monde. Et ça vaut tout l'argent du monde. Alors après, est-ce que ça valait leur rachat à 19 milliards? C'est une question à 19 milliards. Mais ce n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi ils ont été rachetés 19 milliards. Ils ont été rachetés 19 milliards parce que Apple a proposé 10, que Google a proposé 14, et que donc il y en a un qui, comme dans une salle d'enchères, a dit « Ok, moi je dis 19, et tous vous faire en cash. » En cash. Et voilà, c'était réglé. Et donc, il est là le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'il est impossible de déterminer la valeur de ces boîtes-là, pour plein de raisons, et que donc la seule valeur qu'elles ont, c'est la valeur que les autres ont à essayer de la contrôler. Et aujourd'hui, si tu prends le nombre d'apps qui ont plus de 500 millions d'utilisateurs dans le monde, elles se comptent sur le doigt d'une main. Ce n'est pas tous les jours que vous avez quelque chose que 500 millions de quelque chose utilisent. Vous imaginez, Facebook vient d'atteindre les 1,3 milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Quelle entreprise dans l'histoire de l'humanité avait 1,3 milliard de clients? Ça n'a pas de sens en fait. C'est au-delà de ce qui est imaginable en fait. Pourquoi WhatsApp ne gagne pas d'argent? Alors ils ont une ligne de revenus, c'est qu'ils permettent à leurs utilisateurs de payer $1 par an, je crois, quelque chose comme ça, pour ne pas avoir de pub. Pourquoi WhatsApp ne gagne pas d'argent et pourquoi WhatsApp n'a pas essayé de gagner d'argent? Parce que quand tu construis une startup, le moment où tu vas mettre ton business model sur la table et le moment où tu vas lui mettre un prix, c'est le moment où tu vas non plus être évalué en tant que startup, tu vas être évalué en tant qu'entreprise. Comment on évalue une startup? Il n'y a aucun autre moyen d'évaluer une startup. Les valos de startup sont déterminés par le marché concurrentiel des gens qui veulent mettre de l'argent dedans. Comment on évalue une entreprise par rapport à ses revenus? Donc, pourquoi par exemple, comment ils s'appellent les mecs là avec les qui ont commencé avec les textos coquins? Snapchat. Pourquoi Snapchat est terrorisé à l'idée de faire le moindre euro de revenu? Parce que le jour où ils vont commencer à faire le moindre euro de revenu, leur valo pré-revenu, elle est finie. Et donc, tant que tu as des gens qui sont prêts à mettre de l'argent en attendant que tu aies des revenus parce qu'ils rêvent de revenus supérieurs aux revenus que toi, tu imagines pouvoir avoir, tu as intérêt de surtout pas en faire et d'accumuler l'argent parce que tu as du temps. Faire une start-up, c'est comme jouer une partie d'échecs. Vous avez des pions, vous avez des forces, vous ouvrez, le type en face ouvre, et des fois, vous êtes dans une position très favorable qui est que les gens sont prêts à vous donner de l'argent pour vous acheter du temps. Mais c'est un cas extrêmement rare. C'est pour une société, et c'est pour ça que même dans la vallée, les gens sont stressés par leur business model, parce que finalement, même dans la vallée, les gens qui sont prêts à donner un temps infini pour développer ton entreprise, ils sont extrêmement rares. Et ils sont rares pourquoi? Parce que les cas où des sociétés qui ont atteint plusieurs centaines de millions d'utilisateurs continuent d'avoir une croissance qui accélère sont extrêmement rares. Parce qu'il y a des paliers. Par exemple, sur 10 000 sociétés créées dans les réseaux sociaux, vous en avez 1000 qui atteignent le million d'utilisateurs. Vous en avez 100 qui atteignent les 10 millions d'utilisateurs. Vous en avez une qui atteint les 50 millions d'utilisateurs. Et statistiquement, vous en avez 0 qui dépasse la centaine de millions. Parce que celle qui dépasse la centaine de millions est un cas qui n'existe pas statistiquement. De temps en temps, il y en a une qui pop-up. Facebook, Twitter, Instagram. Mais elle est en dehors des statistiques et elle est en dehors de la réalité. Donc quand ça arrive, ça n'a plus de prix. Parce que acheter le numéro 1 dans un marché, ça n'a pas de prix en fait. Où que vous soyez dans le monde, si les gens veulent de quelque chose, vous voudrez cher. C'est un phénomène universel. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est qu'en France, des startups qui atteignent ce niveau de croissance, il n'y en a pas. Plein de raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas beaucoup de talents spécialisés dans ce genre de croissance. Donc forcément, il y a un problème.
Ensuite, il n'y a pas vraiment de marché disponible d'utilisateurs prêts à utiliser quelque chose de pas prêt. WhatsApp a eu une intelligence incroyable, c'est qu'ils se sont lancés dans des pays où les gens n'avaient pas le choix. Si vous regardez le premier pays en croissance de WhatsApp, ce n'est pas la Californie, hein, de très loin. Ils ont d'abord commencé par les pays d'Afrique, les pays d'Asie, ensuite ils ont été conquérir l'Amérique du Sud, ils sont remontés en Europe et maintenant ils conquièrent les États-Unis. C'est que très tôt ils ont compris, si je veux de l'attraction, il ne faut surtout pas que je reste dans un marché de gens spoiled où tout le monde a un forfait SMS illimité et comprend juste pas l'intérêt du SMS gratuit. Eux, je vais venir quand ce sera à la mode. Ça va être différent comme usage. Donc, c'est pour ça qu'en France, et alors d'ailleurs, quand ça arrive en France, par exemple, nous on a eu le cas Mindy, et on l'a vu avec Mindy, c'est que le jour où ça arrive en France, de toute façon, les investisseurs français sont juste pas à la hauteur, et c'est les investisseurs américains, où que vous soyez dans le monde, qui viendront vous voir. Ça, c'est une des leçons de coup d'État, et je pense que c'est une des leçons de votre génération, c'est que le capital est la chose la plus mobile du monde. Si vous avez du talent, l'argent vous trouvera. Le seul problème, c'est qu'avoir du talent, c'est rare, parce qu'il faut avoir de la chance, et que ça n'arrive pas tous les jours, en fait. Et que les autres sont contraints donc de se battre et d'être dans la conviction. Il y a deux façons de lever de l'argent. Il y a de lever de l'argent parce que les gens veulent vous en donner, et il y a de lever de l'argent parce que vous arrivez à convaincre les gens de vous en donner. Ce qu'on va apprendre à coup d'État, c'est d'essayer de convaincre les gens de vous en donner. Mais ce n'est pas le cas idéal. Le cas idéal, évidemment, c'est que les gens vous en offrent et que vous n'ayez rien demandé. Mais vous ne pouvez pas compter là-dessus. C'est un épiphénomène trop rare dans le monde des startups. Maîtriser son business model, ce n'est pas simplement maîtriser le fait qu'on facture. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut distinguer les revenus, on va dire, naturels des revenus artificiels dans une startup. Prenons l'exemple de Facebook. Facebook, au tout début, la première page que vous pouviez liker, c'était la page d'Apple. C'était un contrat entre Apple et Facebook, et Apple offrait $1 pour chaque like que Facebook produisait. Ce qui rapportait entre 200 000 et 300 000 $ par mois à Facebook, ce qui permettait de payer l'équipe initiale de Facebook. C'est la première source de revenus de l'histoire de Facebook. Est-ce que ça veut dire que Facebook avait un business model? Non, parce que personne n'a jamais accepté de payer ça une deuxième fois. C'est-à-dire que quand ils ont été voir des gens qui avaient un peu moins d'argent et leur ont dit « Ouais, on a un super truc, tu mets une page, à chaque fois qu'il y a un type qui clique sur like, tu me donnes $1 », les mecs ont dit « Quoi ?» Ouais, c'est ça, ouais. Alors après, ils ont dit « Ouais, on a un truc génial, à chaque fois que tu cliques, tu donnes 1 cent. » Puis les mecs ont dit « Non, toujours pas. Vraiment, je ne comprends pas ton histoire de like. » Donc, ce n'était pas un business model. C'est ce qu'on appelle des revenus artificiels ou des revenus d'opportunité. C'est-à-dire que c'est des revenus qui existent parce qu'à un moment, dans une pièce, il y a un type un peu malin qui a réussi à convaincre un autre type un peu malin de faire un truc qui n'était pas très logique, mais ça passe. Et les startups vivent aussi de ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut se remonter les manches et il faut produire de l'opportunité. Parce que tu n'as pas le choix, il faut survivre. Mais c'est du revenu de survie. Le revenu de business model, c'est le jour où Facebook a compris qu'il avait une audience suffisante pour intéresser les annonceurs de façon automatique et pouvoir les mettre aux enchères. Et c'est la fameuse plateforme de pub automatisée. Ce jour-là, Facebook a eu son premier business model. Et ce jour-là, Facebook a cessé d'être une start-up partiellement. Et alors, elle est là la chose un peu compliquée à comprendre. C'est cette distinction start-up-entreprise. Elle est vraie, mais elle n'est pas absolue. C'est-à-dire que vous pouvez, à l'intérieur d'une organisation sociale, avoir en présence plusieurs sous-groupes qui ont des natures différentes. Par exemple, Google a une entreprise qui s'appelle AdWords, qui est une entreprise hyper optimisée, hyper scalable. Tu sais, si Google a débauché l'ensemble de ses commerciaux, ils auraient leur revenu qui baisserait que de 5%. T'imagines? Je veux dire, quand tu te dis que 10 000 personnes sur Terre ne servent qu'à servir 5% de tes revenus, tu te dis, bon, j'ai à peu près compris un truc sur mon marché. Un truc ou deux. Mais à côté de ça, Google, en tant qu'institution, a aussi des startups, genre Google Self-Driving Car, Google X, Google Moon, Google Drone, Google machin. Parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ne sont plus une société.
Ils en sont des milliers. Alors, ils partagent la même marque, le même PNL, le même tout ça, mais c'est un détail technique, en fait. Ils fonctionnent, en fait, comme des institutions sociales différentes. Donc, elle est là. À votre stade, ça ne vous concerne pas, parce qu'à votre stade, vous n'êtes pas deux choses à la fois. Soit vous êtes une start-up, soit vous devenez une entreprise. Et quand vous devenez une entreprise, vous pouvez soit utiliser les bénéfices pour aller en vacances, soit pour créer des nouvelles start-up au sein de votre... ou soit si vous êtes assez riche, les deux. Mais, mais c'est forcément un choix qui vient dans un troisième temps. Il y a forcément ce passage de start-up à entreprise qui s'opère. Et ensuite, à un moment, Google a été très très focus sur AdWords. Pendant 2 ans, personne chez Google ne faisait rien d'autre qu'optimiser et construire AdWords. Et d'ailleurs, c'est Sheryl Sandberg qui était en charge de ça, celle qui est partie chez Facebook. Donc, il est là le sujet. Donc, avoir ton revenu d'opportunité, ton revenu artificiel ne te garantit pas, ce n'est pas parce que tu as facturé quelque chose que tu as un business model. C'est le jour où tu factures quelque chose qui est en croissance hebdomadaire sans que tu aies rien à faire, que tu deviens une entreprise. Là, oui, là, tu dois optimiser tes revenus. Mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, en fait. La concurrence, c'est quelque chose qui est un concept d'entreprise qui n'est pas un concept de start-up. Donc là, je vais détruire un mythe. Vous vous souvenez tout à l'heure de mon type qui vous a demandé en quoi vous êtes différent? En général, sa deuxième question favorite, c'est qu'est-ce que fait la concurrence? Et alors, les entrepreneurs sont aussi responsables de ça parce que les entrepreneurs ont une passion. C'est qu'ils vous font toujours ce schéma-là avec la matrice. Puis vous savez, ils sont en haut à droite tout seuls. Et puis il y a tous les autres, ils sont là en bas à gauche. Bon, alors évidemment, tous les mecs qui sont là en bas à gauche gagnent plusieurs centaines de millions par an, mais eux, ils sont là-haut tout seuls. Mais ils ne gagnent rien. Et ils vous disent, ouais, vous avez vu sur tous les aspects fonctionnels, on est meilleur. Ça, c'est parce que vous n'avez pas encore compris ce que vous faites. Alors, mea culpa, la première fois que j'ai fait une boîte et que j'ai participé à un concours de start-up, j'ai fait ce graphique, j'étais en haut à droite tout seul. Et ce qui est incroyable, c'est que ce jour-là, j'ai gagné. Et donc j'ai mis des années à comprendre que ce graphique était complètement faux. Donc je vais vous épargner cette peine. Pourquoi ce graphique il est faux? Ce graphique est faux parce qu'un marché où il y a une opportunité ne peut jamais être un marché solitaire. Les seuls marchés solitaires sont les marchés qui n'existent pas. C'est tout bête. S'il y a de l'argent à faire, il y a de la concurrence. Si quelqu'un vous voit gagner de l'argent, les gens voudront faire la même chose que vous. C'est idiot. C'est pas, les gens, si vous voient tout seul et que vous n'avez pas de clients, que vous n'avez pas de revenus et que vous êtes en galère, ils vont jamais se dire « Tiens, je vais lancer la même chose que lui, ça a l'air super cool ». Alors, il y a le problème de la presse. Parce que la presse a un talent fou à vous mettre sur un piédestal, des mecs en galère qui ne gagnent pas d'argent. Et donc, tout le monde se lance pour faire la même chose qu'eux et se rendre compte a posteriori, mais comment ce type fait pour réussir avec ça? Moi, je n'y arrive pas. C'est parce qu'en fait, lui non plus n'y arrivait pas, mais il était bon en PR. Donc, le sujet, c'est que quand vous êtes en concurrence parfaite. C'est-à-dire que vous êtes sous agressivité, vous allez à la castagne. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire en tant que start-up, c'est ignorer la compétition. Là, vous voulez tous vous faire rembourser, vous allez dire ce mec n'est absolument pas logique, il vient de dire un truc très contradictoire. Non, je viens de dire un truc très subtil. La concurrence, c'est quand vous devenez une entreprise. Quand vous devenez une entreprise, votre seul objectif, c'est d'optimiser votre business model. Comment on optimise un business model? En le faisant grossir. Comment on le fait grossir? En allant piquer des parts de marché en devenant le numéro 1. Ça, c'est le boulot d'entreprise. C'est que vous allez aller écraser tout le monde et vous allez aller à la castagne. Le boulot d'une startup, c'est découvrir un business model. Pour découvrir un business model, vous n'avez pas besoin de volume. Vous avez simplement besoin de votre petite bulle tranquille dans laquelle vous avez suffisamment de clients pour pouvoir prospérer et avancer. Une startup qui passe de 1 à 100 clients, c'est une startup prospère. Une entreprise qui passe de 100 à 110 clients, c'est une entreprise qui ne va pas assez vite. Dans le cadre d'une entreprise, la seule obsession, c'est la concurrence. Dans le cadre d'une startup, la dernière chose à faire, c'est de regarder ce que fait la concurrence. Alors, il y a 3 raisons fondamentales à ça. La première, c'est que vous n'avez pas besoin de faire différent, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à analyser des choses
qui sont complètement inanalysables sans moyens. Pour pouvoir benchmarker la concurrence, il faut avoir beaucoup de moyens. C'est compliqué. C'est pas un truc, vous ne pouvez pas aller sur leur site internet et vous dire voilà ce qu'ils font. En général, quand des entreprises se mettent sérieusement à étudier leurs concurrents, ça s'appelle de l'intelligence économique, ça coûte une fortune. Donc ce n'est pas le moment où vous avez les moyens de faire ça. La deuxième chose, c'est que vous prenez un risque de caricature. Le nombre d'entreprises et de startups qui racontent n'importe quoi dans la presse sur leurs chiffres, sur leurs benchmarks, sur comment elles facturent. Ouais, j'ai fait 1 million d'utilisateurs en une semaine, blablabla. De toute façon, personne n'ira jamais vérifier. Blablabla. Vous risquez de prendre des décisions complètement ahuries en croyant que votre concurrent est à ce stade-là. Donc vous devez absolument, en tant que startup, l'ignorer, vous mettre dans une bulle et ne réfléchir qu'à vos métriques internes. Et c'est quoi vos métriques internes? C'est quelle est votre croissance. Une startup, elle vit parce qu'elle a de la croissance. Une startup meurt parce qu'elle n'a pas de croissance. Et quel que soit le niveau dont elle part, imaginez que vous ayez un client la semaine d'après, 2 clients la semaine d'après, 3 clients la semaine d'après, 4 clients la semaine d'après, même si ça ne représente que 20 clients, vous êtes sur une pente ascendante. Et si vous comprenez le mécanisme qui fait que cette pente ascendante fonctionne bien, c'est que vous avez compris comment devenir une entreprise. Et si vous avez compris comment devenir une entreprise, vous grossirez jusqu'à la taille où vos concurrents vous empêcheront. Donc la bonne façon de se représenter ça, c'est d'imaginer que votre marché est une sorte de lac, que sur ce lac, vous êtes une sorte d'organisme vivant qui se nourrit de l'eau du lac, et que vous prenez une toute petite place, et que la probabilité en tant que start-up que vous ayez besoin, pour bouffer le lac, vous avez besoin de comprendre comment ça marche, pour grossir. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des autres bulles. Par contre, à un moment, votre bulle sera tellement grosse et la leur sera tellement grosse qu'il va falloir vous battre pour réduire la taille de leur bulle à eux. Parce que ça y est, le lac, il est fini. Là, vous voyez, c'est une étape de maturité très différente. Donc, les startups doivent absolument ne pas regarder la concurrence. Je vous assure, ça n'a que des mauvais effets. Je pense qu'économiquement, il y a toujours de la place. Maintenant, le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que si tu veux t'attaquer à Google, il va falloir que dans ta petite bulle, regarde, comment on fait pour s'attaquer à Google? La façon commune, c'est d'imaginer qu'il faut beaucoup d'argent, plein d'argent, et qu'il faut faire un truc tellement parfait et tellement gros que les gens vont massivement passer de Google à toi. Ça ne se marche pas comme ça. Si tu veux concurrencer Google, tu dois commencer avec un groupe de gens tout petits qui soient archi fans de toi à tel point que si ça ne marche pas, tu peux te transformer en secte, ça marche quand même. Si tu arrives à atteindre ce stade-là sur un tout petit groupe de gens, ce que tu vas avoir, c'est quelque chose d'indestructible. Parce que ces gens-là, ils vont t'acheter le temps dont tu auras besoin pour faire grossir ce groupe un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, jusqu'à un point où tu vas représenter une menace pour Google. Problème, c'est que le jour où tu représentes une menace pour Google, il faudra que tu sois suffisamment fort dans ce petit groupe pour que Google ne puisse pas te sortir du marché. Il faut être suffisamment fort mentalement pour que le jour où Google va t'offrir 200 millions, tu ne les acceptes pas. Et il est là tout le sujet. Tout le sujet, c'est que pourquoi on a l'impression que ces sociétés-là ont l'air complètement éternelles, indestructibles, winner take all. Tout simplement parce que l'ensemble des caractéristiques nécessaires à leur chute sont extrêmement rares en termes de probabilité et de nature humaine. Reprenons tout à l'heure l'exemple de Momentum Machine, qui est un exemple qui me fascine. Pourquoi? Parce que Momentum Machine représente une telle menace pour McDonald's que McDonald's leur a proposé, après 6 mois d'existence et un seul restaurant ouvert, 1,5 milliard d'euros pour se faire racheter. 1,5 milliard. Ça fait 6 mois que vous faites votre boîte et il y a un type qui vient vous dire, voilà, donc ça fait à peu près 80 millions par mois de revenus. Qu'est-ce que tu en penses? Et ils ont dit non en moins de 4 secondes chrono au téléphone. En moins de 4 secondes chrono. Ils n'ont même pas laissé les mecs venir leur parler. Pourquoi? Des fois,
il se passe dans la vie des phénomènes absurdes. Ce type, qui s'appelle Alex, qui a fondé Momentum Machine, sa mère a travaillé toute sa vie dans un McDonald's. Il a un vrai problème contre McDonald's. McDonald's est dans la merde. À moins que Burger King fasse une offre et que les mecs aiment bien Burger King, ce qui n'est pas sûr, ce type est en quête de supprimer l'ensemble des emplois de cuisine dans le fast-food. La première fois que j'ai rencontré ce type, son pitch était « Je vais détruire 8 millions d'emplois en Amérique en moins de 10 ans ». Vous avez « Oula, tu vas pas le présenter comme ça, il faudrait trouver quelque chose d'un peu plus positif ». Et ça, c'est indestructible. Et en fait, c'est pour ça que les startups sont tellement dangereuses. Les startups sont dangereuses parce qu'elles sont dans une structure économique où elles ont tout à gagner, rien à perdre. Maintenant, imaginons que la même idée ait été faite par un type qui n'avait pas un problème et qui nécessite 10 ans de psychanalyse. Mais que c'était juste un type qui a eu de la chance, il a fait Stanford en robotique et il vous a fait un ordi. Bah, le truc aurait été racheté, vous n'en auriez jamais entendu parler et il y aurait eu une menace qui serait sortie du marché sans que vous vous rendiez compte. Pourquoi Facebook a racheté WhatsApp? 19 milliards. Et parce qu'ils n'en dormaient plus de WhatsApp. Ils essaient de faire Messenger, il faut qu'ils forcent les gens à l'installer. Les types, ils font un truc qui s'appelle WhatsApp, tout le monde le télécharge. Est-ce que vous croyez qu'ils comprennent pourquoi? Non. Donc, ils ont été voir le type et ont dit 2 milliards. Et le type a dit non, 5 milliards, non, 19. Ouais, bon, ok, il y a un moment, faut quand même pas déconner, quoi. Et si ça se trouve, le type de Momentum Machine va oublier sa maman le jour où les mecs vont proposer 10 milliards. Mais tu ne peux pas savoir où est le point de rupture de quelqu'un. Et si ça se trouve, non, en fait. Peut-être que même 10 milliards, il dira non. Et c'est pour ça que ces histoires de est-ce que je peux faire concurrence à un winner qui a déjà tout pris? Oui, mais c'est très, très, très dur. Donc, il y a une différence entre dire quelle est la chose la plus facile à faire et la plus probable de réussir et qu'est-ce qui est impossible ou pas. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas en contradiction. Donc, si vous êtes une start-up, vous n'êtes pas une entreprise. Si vous n'êtes pas une entreprise, ça veut dire que vous êtes quelque chose d'autre. Si vous êtes quelque chose d'autre, c'est parce que vous cherchez un business model. Si vous cherchez un business model, c'est que vous cherchez quelque chose qui est un ensemble de briques logiques qui, aligné après un certain nombre d'années de travail, produira de la valeur quasi automatiquement. Si vous en arrivez à ce stade-là, vous devenez une entreprise et pendant cette construction, vous n'avez vraiment pas intérêt de vous occuper de la concurrence. Ce qui donc, si vous comprenez bien cette image, vous comprenez en quoi le travail d'entrepreneur est un travail d'un nouveau genre. Ce n'est pas un travail de chef d'entreprise. Si vous avez le malheur d'aller chercher des conseils auprès de chefs d'entreprise alors que vous êtes entrepreneur, vous allez vous planter et de façon grandiose. Je peux vous en dire quelque chose, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que ce qu'un chef d'entreprise fait, c'est qu'il dirige une entreprise. Et la seule chose qu'il va faire en allant conseiller un entrepreneur, c'est qu'il va aller lui conseiller de construire en miniature une réplique de ce que lui, il a en grand. Et donc, il va lui conseiller de faire sans moyens ce que lui fait avec beaucoup de moyens. En général, quand vous êtes dans une situation mentale où quelqu'un vous demande de faire quelque chose d'impossible, n'allez surtout pas croire que ça devient possible par la force de volonté ou la force d'âme ou la force de caractère ou je ne sais pas quoi. En général, ce qui est impossible et qui devient possible, c'est parce que les gens ont trouvé une astuce. Cette astuce, elle est où? C'est de comprendre qu'un entrepreneur ne fait pas le travail d'un chef d'entreprise parce qu'un entrepreneur, son travail, c'est de construire un business model et que c'est un travail d'un nouveau genre où il y a très, 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 très peu de gens qui le font. Donc pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Premier entrepreneur, c'est les magiciens. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est les titans. Ce n'est pas la même chose, je vais vous expliquer. Les magiciens sont les gens qui essaient de faire des entreprises scalables. Qu'est-ce que c'est une entreprise scalable? Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est une entreprise qui a une croissance qui coûte de moins en moins cher. Imaginez la première fois que quelqu'un est venu taper une requête sur Google. Combien cette requête a coûté? Elle a coûté le remboursement des années de R&D, de l'achat des serveurs, de tout ce qu'il a fallu en fait pour amener à ce que ce système marche. Imaginez que maintenant quelqu'un se connecte aujourd'hui et tape une requête. Combien cette requête coûte?
elle coûte marginalement rien. Marginalement rien, c'est-à-dire qu'elle coûte un tout petit peu quelque chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que en fait, les coûts fixes, les serveurs, les ingénieurs, les salaires, les bureaux sont élevés, mais les coûts variables ne le sont pas. Et d'ailleurs, la plupart des sociétés scalables ont même une double scalabilité, puisque non seulement leurs coûts variables ne sont pas forts, mais en plus leurs coûts variables sont décroissants. Ça veut dire que plus vous avez de quantité de cette variabilité, moins la quantité individuelle coûte cher. Ça, c'est la scalabilité parfaite, absolue, magique. Là, vous êtes le roi du monde. Ça, c'est un travail de magicien. Pourquoi c'est un travail de magicien? Parce que le but du jeu, c'est un peu comme dans Harry Potter. Vous essayez d'apprendre à faire un sort, vous répétez votre sort et le sort ne part jamais. Mais le jour où le sort part, il part de façon exponentielle. C'est les entreprises les plus compliquées à comprendre parce qu'elles ont comme caractéristique d'être exponentielles. Exponentielle, c'est comme la fonction en mathématiques, c'est-à-dire que chaque pas, vous savez dans exponentielle de x, chaque pas de x coûte beaucoup plus ou rapporte beaucoup plus que le pas précédent. C'est les fameuses courbes qui montent au ciel très très rapidement. L'exponentielle n'est pas appréhendable. N'imaginez surtout pas que le jour où Zuckerberg a fondé Facebook, il s'est dit « Bon, je me donne 10 ans et j'ai 1,3 milliard de personnes qui se connectent sur mon site. » Dans son premier business plan qu'il a présenté à des investisseurs, il leur a expliqué qu'il aurait 10 millions d'utilisateurs, il aurait l'ensemble des étudiants d'Amérique en 2014. Il a fallu 1 an pour faire ça. Ce n'est pas des choses qu'on peut imaginer. On ne peut pas imaginer que tous les jours, plus de gens vont venir que la veille. Et cela à l'infini, pratiquement. Pourquoi c'est un travail de magicien? Parce que tant que votre sortilège n'est pas parti, tant que vous n'avez pas trouvé la formule magique, bah, le sort ne part pas et vous n'avez rien. Donc c'est des entreprises qui ont une caractéristique un peu particulière, c'est qu'elles peuvent être à zéro très longtemps, très longtemps, encore plus longtemps que vous n'imaginez. Et le jour où elles décollent de façon extraordinaire. Par exemple, Airbnb, ils ont mis 36 mois avant de découvrir leur business model. D'ailleurs, Airbnb a permis à Paul Graham de théoriser la façon dont toutes les startups démarrent, et qui est extrêmement drôle. C'est que toute startup démarre par une courbe ascendante extrêmement rapide, qui est l'enthousiasme de l'initiation. C'est vous en parlez à tous vos amis, vous en parlez dans la presse, vous y allez à fond, et puis vous avez un pic énorme. Et puis après commencent les limbes du désespoir. C'est que quand vous avez atteint le maximum d'efforts que vous pouviez faire et que vous en avez marre de tenir, vous commencez à lâcher et à fatiguer, parce que vous dites maintenant la machine a démarré tout seul. Et là, d'un seul coup, ça s'écroule. Et ça s'écroule dans des limbes très basses, qui sont les limbes du désespoir. Et ces limbes du désespoir peuvent durer très longtemps. Et pendant tout ce temps, vous vous dites « Ouais, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas vraiment commencé la com. C'est parce qu'en fait, on n'a pas vraiment commencé le marketing. » Alors, petit conseil, à chaque fois que vous dites cette phrase, vous perdez 200 points dans ma tête. Ne la dites jamais. Vous ne pouvez pas, en tant qu'entrepreneur, venir voir des gens et leur expliquer que votre situation est due à un manque de travail. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et lui dire « En fait, il n'y a personne sur mon site, c'est juste parce que je ne me suis pas encore bougé. » Non, vous devez aller voir quelqu'un et lui dire « Je ne comprends pas pourquoi j'ai personne sur mon site. Pourtant, j'ai fait de la com, j'ai fait de la presse, j'ai poussé le truc à fond et je suis désespéré, je ne sais pas où aller. » Là, vous prenez plus 400 points dans ma tête. Parce que de toute évidence, vous avez fait tout ce qui était possible et maintenant, il faut trouver quelque chose d'impossible à faire. Donc, après cette fameuse limbe de désespoir, se passe toujours une décision. C'est que les entrepreneurs se disent « Ok, c'est le moment de lancer des nouvelles features. En fait, mon produit, il n'est pas prêt, donc je vais lancer des nouvelles features. » J'en vois 2 qui sont morts de rire là-bas, je sens que je touche. On va lancer des nouvelles features. Et alors Paul Graham, de façon très drôle, explique que c'est le moment où 90% des startups meurent, parce que c'est le fameux crash d'ineptitude.
Alors, c'est quoi le crash d'ineptitude? C'est que vous avez passé des semaines à espérer ou des mois à espérer un succès qui n'est pas venu. Donc, vous vous dites, ce n'est pas venu parce que mon produit n'était pas prêt. Donc, vous faites un produit 10 fois plus parfait, vous mettez beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et là, les rares types qui venaient sur votre site sont vexés parce qu'ils ne reconnaissent plus rien. Et donc, même eux se barrent. Donc là, en général, vous touchez le fond. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas encore atteint le fond, là, vous venez de commencer à creuser et vous êtes en train de creuser votre tombe. Dans un cas très très rare, les entrepreneurs comprennent exactement ce qui se passe et donc décident de devenir la seule chose qui marche dans l'entrepreneuriat, à savoir un radical, et commencent à changer radicalement ce qu'ils font et l'ensemble de ce qu'ils font à un rythme encore plus radical, c'est-à-dire qu'ils ne mettent plus des mois à lancer des choses, mais d'un seul coup, ils lancent des choses en quelques jours. Et ils lancent des choses jusqu'à comprendre qu'en fait, c'est une histoire de formule magique et que ça prendra plus ou moins longtemps, mais ça finira par prendre. Et quand ça prend, ça explose. Et alors, Paul Graham explique que vous commencez par avoir ce qu'on appelle les wiggles of false hope, les chatouillis du faux espoir. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vous voyez que la courbe va dans le bon sens. Et puis à un moment, vous finissez par comprendre qu'est-ce qui fait que la value proposition marche, où est le segment, où sont les clients. Vous finissez par trouver une formule magique et vous avez la fameuse liquidité, la fameuse traction que tout le monde cherche. Et vous avez cette fameuse courbe qui fait rêver tous les entrepreneurs, qui est continue. Alors, ça, c'est la vie du début d'une boîte. Ce que Paul Graham ne vous explique pas, mais ce qu'il sait très bien, c'est qu'après ce premier palier de liquidité, en général, vous atteignez un plateau et qu'ensuite, on passe de plateau en plateau et c'est très, très dur. L'idée qui veut qu'on ait une sorte de viralité continue mondiale qui vous dépasse n'existe pas. Même les entreprises les plus impressionnantes comme Dropbox, etc., atteignent des plateaux et elles essayent de passer de plateau en plateau et c'est très dur. Et des fois, en essayant de passer de plateau, elles vexent tout le monde. Et elles ont des crashs d'ineptitude incroyablement plus impressionnants que quand vous avez 1000 visiteurs par jour. Par exemple, l'une des histoires les plus fascinantes que j'ai jamais entendues, c'est le type qui a lancé Facebook Chat version 3, qui était, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le chat sur la droite où vous ne pouviez pas choisir avec qui vous chattiez. Ça vous mettait des gens au hasard en fonction de vos connexions sociales. Ça a réduit l'usage du chat par 60% chez Facebook, ce qui veut dire des dizaines de millions d'interactions perdues par jour. Je peux vous dire que quand il recevait le rapport journalier, il n'était pas bien, le mec. C'est vraiment, quand vous faites des bêtises à ce niveau-là, c'est beaucoup plus dur. Et pourquoi? Parce qu'ils essayaient d'augmenter en fait l'intensité des chats, et ce n'était pas la bonne idée pour le faire. Donc, si vous comprenez ce qu'est le travail d'un magicien, vous comprenez plusieurs choses. D'abord, un magicien recommence et recommence et recommence de façon radicale jusqu'à trouver la bonne formule magique. Ce n'est pas facile de trouver la bonne formule magique. C'est compliqué de trouver la bonne formule magique. Et il y a une seule façon de trouver la bonne formule magique, c'est de recommencer de façon radicale. Aucune start-up scalable n'a jamais été bâtie dans le temps. Les startups scalables, quand elles marchent instantanément. C'est très binaire. C'est ça marche ou ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas mettre longtemps à attendre ce stade-là, mais si vous faites la bêtise de croire que vous n'avez pas de croissance et que vous en aurez le jour où vous aurez de la com ou je ne sais pas quoi, vous n'avez rien compris à ce qui se passe. Une startup scalable a de la croissance immédiatement, le jour où c'est le bon concept. Et une startup scalable vous dépasse toujours dans vos attentes. Toujours. Parce que d'un seul coup, les gens sont plus enthousiastes que vous-même à propos de ce que vous faites, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas prêt, même si vous n'êtes pas encore au stade où vous-même vous êtes content de ce que vous faites. Facebook a été lancé avec 8 features. 8. Pas 700. Et elles ne sont pas terribles, ces 8 features. Et Al Pacino était le logo. Ils ont quand même inscrit 80% d'Harvard dans quelques semaines. Tous les gens qui avaient lancé un Facebook dans les universités qui n'avaient personne d'inscrit se sont dit c'est parce qu'il manque des features. Et d'ailleurs, quand vous lancez une société scalable, faites très attention au feedback que vous recevez. La seule chose que vous pouvez faire dans une startup scalable, c'est de regarder le feedback client pour vous améliorer. Mais si vous écoutez le feedback client
pour décider de ce que vous allez faire, vous êtes mort. Parce que, qu'est-ce que les gens vous disent? Les gens vous disent, ton produit, il est super, mais il me manque tel feature. Quand quelqu'un vous dit ça, ce que vous devez entendre, c'est « mon produit, il est pourri ». Personne sur Terre n'utilise pas quelque chose parce qu'il manque une feature. Les gens n'utilisent pas quelque chose parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Quand les gens voient l'intérêt de quelque chose et qu'il manque une feature, ils l'utilisent quand même et ils vous gueulent dessus toute la journée et ils vous insultent parce qu'il manque une feature. Le plus court chemin vers le succès, ce n'est pas l'amour ni l'indifférence, c'est la haine. Parce que quand vous provoquez la haine de vos utilisateurs, d'un seul coup, ça veut dire qu'ils sont profondément intéressés par ce que vous faites. Ils sont juste incroyablement frustrés par votre incompétence. Et les gens qui vous détestent et qui se trouvent ne pas être à la hauteur de ce que vous faites sont les premières personnes que vous pouvez retourner et que vous pouvez convertir tels des zélotes. Jésus l'a dit. Les plus grands croyants sont ceux qui ont eu peu de foi au début. Et d'ailleurs, vous savez, c'est un phénomène qui inquiète beaucoup, mais la plupart des convertis dans les religions sont des plus grands extrémistes que les gens nés dedans. Et c'est assez facile à comprendre comme phénomène. C'est que les convertis, ils ont fait un gros investissement. Et c'est la même chose avec vos utilisateurs qui ne sont pas contents. Ils ont fait un gros investissement. Ils ont fait un gros investissement dans un produit qui n'est pas prêt, mais dont ils ont besoin, dont ils rêvent, qui change vraiment quelque chose dans leur vie. Donc, ils vous le disent, et ils vous le disent de la façon la plus vocale possible. En plus, les gens, quand ils sont anonymes sur Internet, ils sont capables de tous les courages. Ça, c'est un truc qu'on apprend dans cette industrie. C'est que d'un seul coup, les gens ont une verve incroyable, ils sont incroyablement compétents à vous détruire, ils sont ingénieurs alors qu'ils ne le sont pas, ils sont designers alors qu'ils ne le sont pas. Ils voient exactement ce que vous devriez faire. Bon, ils ne vont pas le faire, il ne faut pas déconner. Ils ont autre chose à faire de leur journée. Mais ils voient exactement comment vous pourriez mener votre business. Et ça, vous devez apprendre à le prendre, à le digérer et à ne pas être sensible à ça. Toute personne qui vous déteste est un client conquis. C'est très contre-intuitif, mais c'est une opportunité incroyable pour le retourner. Toute personne qui vous déteste est un client déjà conquis. Ça, c'est pour les startups scalables. Maintenant, pour les startups non scalables, c'est un deuxième type d'entrepreneur. Ce n'est pas des magiciens, c'est des titans. Alors, je ne sais pas si vous voyez la figure mythologique du titan, mais le mot est assez clair. C'est des types qui font beaucoup d'efforts, qui portent des pierres très lourdes. C'est par exemple les gens qui ont fondé Capgemini, qui est une aventure entrepreneuriale extraordinaire. Comment on fonde Capgemini? Alors, ce n'est pas scalable, Capgemini. Vous prenez un ingénieur. Alors, même c'est pire que ça. Vous-même, vous êtes ingénieur, vous faites du travail. Et puis, un jour, vous vendez un contrat, vous ne pouvez pas vous le faire vous-même, donc vous embauchez 2 ingénieurs pour le faire. Puis 4. Puis ces 4 produisent assez de marge pour que vous puissiez en embaucher 4 de plus, donc vous passez à 8, puis vous passez à 16, puis vous passez à 32, puis vous passez à 64, puis vous passez à 128, puis à 256, puis à 512, puis à 1024, puis à 2048, puis à 5012, etc., etc., puis à 1024. Et petit à petit, en fait, de façon linéaire, vous construisez une entreprise géante. L'entreprise faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, elle en fait 2, elle en fait 4, elle en fait 8, elle en fait 10, elle en fait 12, etc. Elle en fait peut-être à un moment un petit bond à 20, mais c'est toujours linéaire. Ça, ces sociétés-là, elles sont construites dans l'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule façon de grossir, c'est de pousser l'entreprise. Elles ont un avantage par rapport aux entreprises de magiciens, c'est qu'elles sont incroyablement moins risquées. Le chemin pour passer de 2 à 2000 ingénieurs, il est long, difficile et compliqué, mais il est incroyablement sûr. Très peu de risques. Par contre, le chemin va être une histoire d'effort incommensurable. Les gens qui bâtissent ce genre de boîte mettent 20 ans pour faire des groupes qui font 100 millions par an. À l'inverse, les boîtes scalables, certains en 10 ans font plusieurs centaines de millions par an et ils n'ont même pas compris comment.
Parce que la scalabilité dépasse. Mais par contre, à l'inverse, la scalabilité est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'une société scalable se sort d'un marché aussi vite qu'elle est rentrée. Prenez un exemple. Qui connaît Criteo ici? Putain, c'est connu, hein, la vache. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Criteo, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main, mais au cas où. Criteo est une société qui permet de faire du retargeting publicitaire. Donc, quand vous avez visité un site, il vous montre une pub sur ce site, sur l'ensemble des autres sites où vous allez. C'est tout bête. Criteo est la société scalable française qui a le mieux réussi, introduit en bourse, 2 milliards, blablabla. C'est une société incroyablement fragile. À la fois extrêmement solide et très fragile. Extrêmement solide parce qu'ils embauchent 600 PhD par an, tous plus intelligents les uns que les autres, et que la prochaine révolution scalable dans les ad tech viendra peut-être de chez eux. Viendra peut-être de chez eux. Ils ne sont pas à l'abri qu'un type au fin fond d'une chambre de bonne ou dans le coup d'État ou je ne sais pas où trouve un algo bien plus efficace, un cookie bien moins intrusif et renverse l'ensemble de leur marché en 2 ans sans même qu'ils s'en rendent compte. Ces sociétés-là, et c'est la même chose pour Google, c'est la même chose pour Facebook, ne sont pas à l'abri d'une révolution et d'un changement de paradigme. Alors qu'à l'inverse, les fameuses sociétés de titans de l'effort, elles, sont extrêmement ancrées. Une fois que vous avez 3000 consultants qui travaillent pour vous et qui ont de façon à peu près vampirisante capté 300 clients, d'ici que les 300 clients se barrent pour aller vers quelqu'un d'autre, il va se passer beaucoup de temps. Et vous avez le temps de voir la transformation arriver, vous avez le temps de voir le shift de marché et vous avez le temps de vous réinventer. Elle est là la différence. La différence, c'est que d'un côté, vous avez des sociétés qui sont incroyables lorsqu'elles marchent, mais vous avez peu de chances de les faire marcher, qui sont incroyablement risquées, même lorsqu'elles ont marché, mais qui sont incroyablement excitantes et qui atteignent des échelles de valorisation, de revenus, etc., qui sont unheard of. À l'inverse, les sociétés de titans, elles, sont beaucoup moins risquées, beaucoup plus probables, beaucoup plus linéaires, beaucoup plus prévisibles, mais elles ont des rendements et des tailles maximales beaucoup plus faibles. C'est le premier arbitrage que vous avez en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous réfléchissez à des idées scalables ou est-ce que vous voulez devenir un magicien ou est-ce que vous voulez devenir un titan? Alors, le hardware n'est pas forcément une société de titans. Le hardware est de plus en plus scalable pour 3 raisons. D'abord, parce que la capacité de fabrication et les usines, maintenant, sont un service disponible à la demande. Il y a un pays qui s'est spécialisé là-dedans, ça s'appelle la Chine. Et en Chine, tu peux fabriquer ce que tu veux pour pas cher, quand tu veux, comme tu veux, au niveau de qualité que tu veux. Bah, Apple est fabriqué en Chine. Il y a cette image qu'en Chine, on ne fabrique pas des choses de haute qualité, c'est parce que c'est une question de prix. Si on paye le prix qu'il faut en Chine, ils sont capables de faire des iPhones. D'ailleurs, pour info, Louis Vuitton est en train de transférer 80% de sa prod en Chine. Ça fait réfléchir sur la capacité de la Chine à produire des choses de très haute qualité. La deuxième chose, c'est que maintenant, dans le hardware, tu vends avant de fabriquer. Nest a toujours vendu et créé de l'enthousiasme à propos de ces thermostats avant même de les fabriquer en usine. Ça, c'est le grand changement paradigmatique de notre époque. Au XIXe siècle, il fallait avoir une idée, convaincre des gens de vous donner de l'argent, aller la vendre, aller la fabriquer et ensuite aller la vendre. Aujourd'hui, vous avez une idée, vous pouvez la vendre, ensuite convaincre des gens de vous donner de l'argent et ensuite la fabriquer. C'est un retournement complet de paradigme. Le représentant de ça, c'est évidemment Kickstarter, mais Kickstarter n'est qu'un micro-phénomène dans un changement beaucoup plus vaste qui est qu'aujourd'hui, les techniques de fabrication sont tellement efficaces et tellement, enfin, je vais dire facile, tous les gens qui fabriquent un produit industriel vous diront non, ça n'a rien de facile. Mais c'est incroyablement plus facile qu'à la fin du 19e siècle, même si ça reste difficile. Donc Nest, c'est du scalable. Ce choix que vous avez entre les deux, il se résume dans un choix un peu classique qui est hérité de la littérature grecque, qui s'appelle le choix d'Achille. Quand Achille part à la guerre de Troie,
dans l'Iliade, sa maman lui dit mon chéri, tu as deux choix. Parce qu'elle lui parle comme ça. Ça a été très détourné comme histoire. Mon chéri, tu as deux choix. Choix numéro 1, tu restes ici, ta femme va être super belle, tu vas être très heureux, tu vas avoir des enfants formidables, tu vas pouvoir avoir des petits-enfants bien élevés, qui te connaîtront, qui apprécieront leur papy. Tes petits-enfants célébreront ton nom et tes arrière-petits-enfants ne sauront même pas qui tu es. À l'inverse, tu peux partir à la guerre de Troie pour chercher Hélène. Tu ne trouveras pas Hélène, tu vas te faire buter. Je te le dis, tu vas te faire buter. Par contre, dans des milliers d'années, Oussama parlera de toi dans son cours. Et donc, tu auras la gloire. Choix fondamental. Est-ce que vous voulez le bonheur ou la gloire? En fait, c'est la même façon que de voir si vous voulez du risque ou du profit. Si ce qui compte le plus dans votre vie, c'est l'argent que vous gagnez, faites une boîte de titans. C'est la façon la plus simple de voir est-ce que le chemin pour aller gagner sa vie. C'est des chemins assez clairs, c'est des chemins difficiles en termes d'action, mais faciles en termes de conception. En général, les sociétés de titans, elles ont des problèmes de business model compliqués en termes de value proposition, de customer segment, de partenariat. Par contre, elles sont toujours extrêmement simples en termes de revenu modèle. Aucune boîte de titans n'a un truc très compliqué pour vendre. C'est vraiment des boîtes du type j'achète un, je vends trois. Que ce soit de la reconnaissance humaine ou des produits. Donc elles sont faciles à facturer. Le problème, c'est comment vous achetez à qui et comment vous vendez à qui. Mais le mécanisme, il est intellectuellement simple. À l'inverse, si ce que vous cherchez, c'est de la gloire, c'est-à-dire que quelle que soit la somme que vous gagnez, on parle de vous, vous intriguez et vous cherchez quelque chose d'assez égocentrique et de glorieux, dans ce cas-là, vous avez plutôt intérêt de faire les boîtes scalables, les boîtes de magiciens. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs démarrent dans l'entrepreneuriat sans voir ces deux types de nature d'entreprise et sans voir ce choix et ses conséquences. Dans le choix numéro 1, vous intéresserez des VC. Si vous êtes un magicien, vous intéressez des gens dont le métier est de mettre de l'argent à risque. Pourquoi? Parce que qui dit scalabilité dit rendement, et qui dit scalabilité dit part minoritaire ayant beaucoup de valeur. Dans le choix numéro 2, vous n'intéresserez jamais un VC, même si votre entreprise est extraordinaire. Et on verra en détail pourquoi dans les séances de levée de fonds. Si vous choisissez une boîte scalable, ce sera beaucoup plus facile de convaincre des gens de travailler pour vous contre pas beaucoup d'argent et beaucoup de rêves. Parce que les boîtes scalables font rêver. Si vous choisissez la boîte de Titan, vous aurez beaucoup plus de facilité à trouver des gens pragmatiques, chers, mais compétents. Parce que ces gens-là cherchent un salaire et ils ne veulent pas trop entendre d'histoire. Vous voyez, ce choix qui a l'air anodin, et c'est un choix, parce que vous ne pouvez pas découvrir si vous êtes l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que à concept identique, vous pouvez décider de faire l'un ou vous pouvez décider de faire l'autre. C'est en ça qu'il s'agit d'un choix. Un choix parce qu'il y a toujours, pour tout marché donné, les deux possibilités. Imaginez que vous voulez révolutionner le marché des consultants. Choix scalable, vous faites une plateforme où des consultants proposent leur travail à des entreprises et vous faites une place de marché et vous essayez de la faire scalable. Choix numéro 2, vous ouvrez un concurrent de McKinsey. Et vous démarrez avec 3 consultants dans une chambre et vous essayez de gagner des contrats prestigieux pour grandir. Est-ce qu'il y a un chemin qui est mieux que l'autre? Très difficile à dire. Est-ce qu'il y a un chemin qui a plus de chances de réussir que l'autre? Extrêmement difficile à dire. C'est pour ça qu'il s'agit d'un choix. C'est pour ça que le jour où vous choisissez de lancer l'un ou de lancer l'autre, vous êtes dans la situation où vous n'avez pas d'autre choix que de faire un choix. Parce que si vous passez votre temps à faire l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre,
Vous allez devenir ectoplasmique et vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire quand on fait un choix? Quand on fait un choix, ça veut dire qu'on peut s'être trompé dans son choix. Ça veut dire qu'on peut à la fin ne rien avoir. Et ça, c'est l'élément le plus important. Vous allez tous être obsédés par vous dire quelle est la meilleure décision que je puisse prendre. C'est la pire façon de raisonner dans le monde entrepreneurial. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas les gens qui prennent les bonnes décisions. Les entrepreneurs qui réussissent sont les gens qui font. Et donc, en faisant, vous voyez si vous avez pris le bon choix ou pas, et ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de mieux décider, ça vous permet d'avoir de l'information. Mais si cette information, vous ne la captez pas pour essayer de gagner quelque chose d'homogène, c'est-à-dire soit de la scalabilité, soit être un titan de l'effort, si vous n'êtes pas au clair avec vous-même sur le type d'entreprise que vous voulez construire, vous allez passer votre temps à tourner en rond. Et donc, vous passerez votre temps à ne jamais échouer. Cas très classique des gens qui font une plateforme et font aussi du service à côté. Le service leur permet de survivre, la plateforme leur permet de rêver. Ni l'un ni l'autre n'est fait suffisamment correctement pour avancer suffisamment haut. Parce qu'à chaque fois que vous pourriez développer votre service pour avoir plus d'argent, vous ne le faites pas parce que vous travaillez sur votre plateforme. Et à chaque fois que vous voulez travailler sur votre plateforme, vous ne pouvez pas le faire vraiment parce que vous avez des clients à servir du côté service. Ce genre de structuration normande, où vous ne choisissez ni l'un ni l'autre, c'est le meilleur moyen de ne jamais rien avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à l'inverse, vous aviez fait un choix, bah au moins si vous aviez fait le choix plateforme, vous n'auriez pas pu survivre des années. Parce que vous n'auriez pas eu des années devant vous de confort, de semi-confort très inconfortable en fait. Il aurait fallu réussir ou échouer. Et cette peur de la mort, c'est le moteur entrepreneurial. Si à chaque fois que vous prenez une décision, dans votre arbre, il n'y a pas réussite ou mort, si vous ne vous mettez pas en danger de mort dans chacune des décisions que vous prenez, vous n'êtes pas en train de vivre une aventure entrepreneuriale. Vous êtes juste en train de vivre une aventure managériale. C'est quoi la différence entre une aventure managériale et une aventure entrepreneuriale? C'est qu'un manager essaie de contrôler le risque, un entrepreneur essaie de survivre au risque. Et voilà ce que vous allez apprendre à coup d'état. Parlons de... Alors, la question, c'est qu'est-ce que je pense du modèle 37 Signal? Alors, parlons de la plus grande arnaque PR de l'histoire de l'humanité. Donc, 37 Signal, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est une société, c'est une agence web qui fait des produits et qui notamment a fait Basecamp. Ces types ont écrit un bouquin qui s'appelle Rework, où ils vous expliquent que si vous voulez un employé heureux, il doit avoir son propre bureau avec vue sur jardin, sinon vous n'êtes pas un bon patron. Bravo les gars, leçon universelle applicable dans toutes les entreprises. Ils ont fait des articles dans TechCrunch expliquant qu'ils m'ont travaillé. Ils ont expliqué toutes les conneries du monde sur les gars, c'est possible d'être à la fois une agence et à la fois de faire des produits. Conclusion à tout ça, 10 ans après avoir commencé, ils ont décidé de tout arrêter pour ne faire qu'une chose, Basecamp. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est des types qui ont eu une chance incroyable, c'est d'avoir un succès qu'ils ne méritaient pas. Basecamp est un mauvais produit, mais c'était un produit seul et à peu près mieux foutu que les autres. Mais ce n'était pas du tout un produit à la hauteur de ce qu'il aurait pu être fait parce qu'ils ont glandé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'aucune start-up n'a pas réussi financièrement en faisant les deux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aucune start-up n'a réussi à la hauteur de son potentiel en faisant les deux. Vous pouvez toujours avoir de la chance. La chance, c'est un élément exogène qui existe dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez faire tout de travers et gagner plein d'argent. Vous pouvez tout faire correctement et en perdre beaucoup. Ce n'est pas ça que ça change de faire les choses correctement ou pas. Ce que ça change, c'est que la probabilité de gagner quand on fait tout à l'envers est très 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 faible et que la probabilité de gagner quand on fait les choses correctement est beaucoup plus forte. Tout ça pour en venir où? C'est que 37 Signal, pendant des années, ils ont raconté des choses fausses par rapport à leur business. Ils ont monté en épingle des trucs pour faire du marketing et passer des heures à raconter comment ils travaillaient au lieu de travailler. Ce qui a été un super bon modèle de PR, ce qui a fait que tous leurs produits ont été connus, ce qui fait que tout le monde les a copiés, mais personne n'a jamais réussi à faire pareil qu'eux. Et quand un phénomène est de type unique, il faut se poser la question de sa réplicabilité. Et même eux, au bout de 10 ans, pour en venir où?
pour en venir à la case départ. Il est où leur livre sur comment on s'est planté pendant 10 ans sur notre boîte et en fait, on a enfin compris qu'on avait une billion-dollar compagnie dans les mains. C'est-à-dire que mettre 10 ans à se rendre compte, ils auraient pu se faire sortir du marché 10 fois. Et vous savez pourquoi ils se sont lancés? C'est le truc qui m'énerve en plus énormément. C'est qu'ils se sont lancés parce que Asana a levé 50 millions. C'est-à-dire que c'est même pas une histoire de philosophie, c'est même pas une histoire, c'est juste une histoire bassement monétaire où ils se sont rendus compte qu'il y avait une entreprise qui avait 1/10 de leurs utilisateurs et qui levait leur bilan annuel x5 auprès de Peter Thiel. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas nous en fait? Attends, mais nous aussi on peut faire plein d'argent en fait. Donc vraiment, il faut vachement se méfier. Un autre cas qui est interrogatif, c'est Buffer. Buffer passe sa vie à vous raconter ce qu'ils font, les décisions qu'ils prennent, etc. C'est très sympathique. Mais si vous croyez que toutes les situations sont réplicables, vous êtes mal barré. Les principes, eux, le sont. Mais le problème, c'est que les principes ont ça d'amers qui sont complexes et de bas niveau. Les leçons hyper concrètes sont très, très rarement réplicables. Peter Thiel appelle ça le mystère de l'entrepreneuriat. Il dit, c'est très compliqué de comprendre pourquoi quelqu'un qui a fait ABC sur une entreprise alpha, lorsqu'il recommence ABC sur une entreprise bêta, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est l'explication pour laquelle, et je vais finir là-dessus parce qu'il commence à être tard, c'est l'explication pour laquelle, pourquoi les entrepreneurs ont tellement de mal à avoir 2 succès dans leur vie. Voire 3, voire 4. C'est extrêmement rare. C'est tout simplement parce que tout ça est extrêmement contextuel. C'est très dur d'obtenir des leçons très universelles. Il y a juste des principes qui sont universels. Il faut se focus et il faut éviter d'avoir une absence de choix entre agence et scalable. Parce que tout ce qu'on fait pour une agence produit des effets négatifs dans le scalable et tout ce qu'on fait dans le scalable produit des effets négatifs dans l'agence. C'est pour ça que c'est un principe assez cohérent. C'est parce que c'est un problème de nature et d'ontologie. 3 choses. Première chose, c'est que c'est une question qui n'est pas un problème de pauvre, mais qui est un problème de riche. Aucune start-up ne s'est jamais fait tuer parce qu'elle gênait un monopole ou parce qu'elle gênait une industrie en place. Des entreprises se sont fait tuer parce qu'elles gênaient un monopole ou une entreprise en place. Uber, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus une start-up. Ils ont un business model, il est réplicable, il est optimisé, il est grand. Ils sont une menace. Réglementairement, ils sont sous tension. Mais les types chez Uber ont déjà levé tellement d'argent et mis tellement d'argent de côté que c'est un problème de riches. Ce n'est pas un problème de pauvres. Une start-up, c'est une collection de problèmes de pauvres. Une entreprise, normalement, quand ça se passe bien, c'est une collection de problèmes de riches. Les problèmes de riches, vous aurez plein d'avocats infiniment plus compétents que moi pour les résoudre. Si vous vous dites, je ne vais pas lancer un truc alors que j'ai une idée incroyable, que j'ai une exécution parfaite et que j'ai la bonne équipe, parce que j'ai peur que le jour où ça marche, les mecs vont me sortir, vous êtes foutus. Parce que c'est hyper artificiel comme truc. Il faut déjà que ça marche. Comment arrêter une start-up et comment tuer une start-up, c'est très compliqué. La plupart des start-up sont indestructibles parce qu'elles n'ont rien à perdre. Et c'est pour ça qu'encore une fois, les startups sont dangereuses. Si vous êtes un grand groupe et vous lancez Uber, ce que vous avez à perdre, c'est vos revenus ailleurs si vous vous faites fermer. Si vous êtes une startup et vous lancez Uber, la seule chose que vous avez à perdre, c'est votre temps. Et en plus, c'est fun. Je veux dire, les boîtes qui attaquent des marchés réglementaires ont ça d'extrêmement enthousiasmant, qu'elles donnent un côté un peu pirate à ce que vous faites, et elles sont faciles pour aligner vos employés, aligner votre énergie, aligner votre motivation. Donc, c'est un non-problème. C'est un non-problème pour cette raison. Ensuite, c'est un non-problème pour une deuxième raison, c'est que, contrairement à ce que vous pouvez penser, Ornicar, Uber, etc., une fois qu'elles passent l'étape de, on va dire, l'étape de la preuve de concept et du début, ce sont des entreprises qui sont plus faciles à diriger en tant que start-up que des entreprises qui ne sont pas sous la menace. Car qui dit menace, dit pub gratuite. Prenez les taxis à Paris. Si les types avaient un conseiller de com à peu près doué, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient fait une journée de taxi gratuit pour tous les Parisiens pendant 24 heures, avec un petit speech de 5 lignes qui fait pleurer dans les chaumières, que tous les taxis auraient appris par cœur,
en expliquant que toi, mec, là, qui est en train de prendre un taxi gratuit et qui d'habitude prend un Uber, tu mets ma femme et mes enfants à la rue. Tu te rends compte de ce que tu fais? C'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont bloqué les aéroports, ils ont pété un taxi et ils ont brûlé des tonneaux. Résultat, les gens se sont dit, mais ils aillent tous crever, quoi. J'en ai rien à foutre de leur situation. Pourquoi? Parce que c'était un enjeu de com. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces entreprises sont plus faciles à traiter? Le nombre d'inscriptions à Uber France avec ces grèves a été multiplié par 10. Parce que tous les taxis ont parlé d'Uber et ont fait la pub d'Uber. Parce que tous les journaux ont parlé de la grève, ils ont parlé d'Uber. Et il n'y a que la troisième étape qui est très difficile, qui est la transformation en entreprise et d'être pérenne. Mais franchement, si vous avez déjà vécu ces deux premières étapes, la troisième n'est pas grave. Et la troisième raison, c'est que mine de rien, l'avantage de ces entreprises, c'est qu'elles sont extrêmement rentables. Pourquoi toutes les entreprises qui attaquent un monopole gagnent beaucoup d'argent très vite et des revenus d'opportunité? Parce que l'insatisfaction clientèle dans ce monopole est tellement forte que les gens sont prêts à donner de l'argent. Uber était 50% plus cher que le taxi au lancement pendant 2 ans. 50% plus cher que le taxi. Tout le monde payait haut la main. Et c'est le jour où ils avaient plus de voitures qu'ils ont commencé à baisser les prix pour augmenter la taille de marché. Mais c'était un luxe chez eux. Pourquoi? Parce que quand vous attaquez un monopole et quand vous attaquez une situation qui est très difficile, que ce soit politiquement, etc., vous avez beau agacer les gens, il n'empêche, les clients sont de votre côté parce que c'est les clients les premières victimes de tout ça. Et quand vous avez les clients, vous êtes relativement indestructible. Est-ce que ça veut dire qu'Uber ne mourra pas devant des problèmes réglementaires? Impossible de savoir. C'est juste qu'ils auront déjà vécu une aventure formidable. Petit mot de conclusion, dans l'entrepreneuriat, la destination ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est le voyage. Où que vous alliez, que ce soit vers une réussite ou un échec, ce qui compte, c'est que tout ce que vous ayez fait en chemin était enthousiasmant et c'était quelque chose qui faisait que le matin, vous vous leviez avec plaisir. Le voyage est infiniment plus intéressant que la destination et que Uber finisse en faillite ou pas, avoir vécu une expérience comme ça et avoir dirigé une entreprise comme ça pendant 5 ans, c'est déjà incroyable. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Donc, vous ne mettez pas des barrières dans la tête pour de fausses raisons qui ne sont pas aussi évidentes que vous pensez. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire allez lancer une banque. Hein. C'est compliqué de lancer une banque. Mais je vous assure, qui aime sa banque ici? Qui aime sa banque? Vous vous rendez compte? Vous voyez l'opportunité de marché? C'est ça l'opportunité entrepreneuriale. C'est difficile, mais si vous arrivez à faire quelque chose, tout le monde vous suivra. Merci beaucoup.